Il ne nous reste que 72 heures avant que tous les arsenaux nucléaires de la Terre ne soient contrôlés par l'entité. 3 jours avant qu'elle ne concentre toute son énergie sur le système de défense le plus sûr et le plus redoutable du monde, le nôtre. Là, le département de la Défense n'aura pas d'autre choix que de vous demander d'ouvrir la valise, d'entrer les codes et de lancer une attaque préventive sur les 8 autres arsenaux nucléaires mondiaux avant que l'entité n'infiltre le nôtre. Madame la Présidente, soit vous détruisez le monde, soit l'entité s'en chargera. Dans tous les cas, on est échec et mat. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. You're precious. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Bonjour mes petits agents de l'IMF et bienvenue dans La Saga. Comme d'habitude, votre mission, si vous l'acceptez, consiste à nous suivre sur l'intégralité de la saga Mission Impossible. Et là, ça y est, hein, on est normalement jusqu'à, je pense, 10-15 ans. Quand Tom aura besoin d'argent, on va vous parler de la fin de Mission Impossible. On arrive à la fin du chemin, voilà, jusqu'à l'inévitable reboot. Puisque cette semaine, nous allons vous parler de Mission Impossible Final Reckoning, deuxième partie, qui n'est en fait pas la deuxième partie de l'autre Reckoning. C'est compliqué, on va essayer de vous expliquer pourquoi, même si on ne sait pas vraiment. Et elle m'a suivi sur tous les Missions Impossibles, et comme je l'avais sous le coude, là, puisqu'on faisait les Hannibal en ce moment, je me suis dit, hop, toi là, allez hop, Mission Impossible. C'est une prise d'otage. Voilà, et pourquoi ne pas en finir avec Ethan Hunt avec toi? Coucou Axel. Hello. Alors, qu'est-ce que t'attendais de ce film? Après la déception du film précédent, on peut le dire, on était un peu déçus du film précédent. Ma foi, je n'en attendais rien. J'ai Tout malgré tout été déçu. T'en attendais rien du tout? Non, j'en attendais rien du tout. Même pas un dernier... Non, justement, j'ai vu... le fameux arc d'Ethan Hunt, hein, qui vraiment était défini depuis le début, Oui, qui là enfin touche à sa fin, Non, ça te rendait pas curieuse? Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que j'ai vu la direction artistique et narrative que Macquarie et Cruise ont pris justement avec cette première partie qui est finalement pas la première partie, mais un peu quand même. Ça m'avait foncièrement déplu et fatalement, je suis partie du principe que la deuxième partie, si elle était sur le même ton, ça me plairait pas nécessairement. Après, j'avais une curiosité quand même et j'étais ouvert d'esprit. Hein. Il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, pardon. Mais... Tom est toujours capable de nous sortir une cascade qui fait que, au moins, ça valait le coup d'aller le voir pour voir la cascade de Tom. Les cascades, là, en il nous a fait l'occurrence, un best-of de toute la saga en termes de ouais, cascades. c'est maxi best-of Tom Cruise, là. Ouais, on a eu la totale. On a eu sous l'eau, on a eu dans les airs, on a eu qui court, bien sûr. Il courait un peu plus dans le précédent. Oui, et en même temps, il a 63 ans, Bouchon. Hein. Il a 63 ans, et je crois que j'en avais déjà parlé. Je tiens à le rappeler que John Voight avait 57 ans. Dans le premier Mission Impossible. Incroyable. Et quand tu vois Tom, surtout qu'il y a pas mal de scènes où il est torse nu dans ce film. Il y a un peu de CGI quand même. Tu penses qu'ils ont ajouté des... Non, ils n'ont pas ajouté de pecs parce que c'est quand même quelqu'un qui a le culte du corps. Hein. C'est quelqu'un qui prend sa santé très au sérieux. Il est encore très très bien conservé, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est quand même botoxé, chaton. Mais je parlais de son corps en l'occurrence. Son corps, je pense qu'on a un peu lissé l'image. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de... Il y a peut-être une petite intelligence artificielle, peut-être l'entité. Ouais, il y a un petit Facetune, un petit truc comme ça. Peut-être l'entité qui a ajouté des pecs ou un truc dans le genre à Tom. Je ne remets pas en question son hygiène de vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a un régime drastique et... Qu'est-ce qu'il mange, Tom Cruise? Formidable. Probablement des haricots verts, sans huile, sans beurre. Juste. À la vapeur. C'est tout. Non, mais je crois qu'il a déjà dit dans plusieurs interviews qu'il avait un régime assez draconien et qu'il ne s'accordait que très peu de plaisir un peu coupable ou quoi au caisse. Mais en revanche, s'il y a bien un truc culte au niveau de son alimentation, pas nécessairement la sienne, mais en tout cas qui vient nourrir la légende, c'est son fameux coconut cake qu'il envoie à tous ses amis célèbres tous les ans à Noël. Alors... Il mange 15 snacks par jour. Ça peut être un peu de tout. Hein, mais ça peut être des graines chips, aussi. Comme ça peut être des haricots. En tout cas, il ne mange pas de repas.
Mais non, parce que c'est un mec Il qui a- grignote un peu tout le temps, en fait. Ouais, mais tu remarqueras que les personnes qui font beaucoup de musculation et qui ont justement un taux de masse grasse qui est assez bas, ils vont plutôt avoir tendance à faire beaucoup de petits repas à travers la journée pour maintenir un apport calorique régulier plutôt il a pas que le temps, des en gros plus. repas. Et puis il a pas le temps. Ouais, il est tout le temps en train de faire des trucs, donc j'imagine qu'il a pas forcément le temps de se poser à chaque fois. Non. Mais en tout Et cas, puis là, quand pour il... Mission Impossible, figure-toi que justement les scènes où il était sur le comment on l'appelle déjà cet avion, le biplan, non? Ouais, voilà, le biplan. Il devait se gaver avant les prises parce qu'en fait, il faisait tellement froid en altitude que son corps, il brûlait à une vitesse phénoménale ses calories. Voilà, pour le point diététique. Non, c'est pas fini, Ah, puisque quand il mange à l'extérieur, quand il va dans un restaurant, il demande des poissons blancs et des légumes sans huile, sans beurre Je l'avais et dit. sans sauce. Il a le même régime que Victoria Beckham. Bah, ça conserve, hein. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est quand même pas... Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais... Ouais. Et il ne boit pas d'alcool, bien sûr. Bien sûr. Bah, non. Après, il n'y a pas une question de valeur scientologique aussi avec ça? Ils n'ont pas le droit à l'alcool? J'en sais rien, c'est une vraie question. Mais non, c'est une vraie question que... Mais t'as fait 3 épisodes, Sofiane. 5 épisodes. 5 épisodes J'ai sur la fait 4 heures sur la scientologie, donc je crois que fumer, c'est interdit. Mais c'est vrai que Elrond ne buvait pas et Miscavige ne boit pas. Donc j'ai bien envie de te dire que oui, en effet, les scientologues ne boivent pas. Ouais. T'as le droit à l'alcool avec modération, mais apparemment, il y a une règle qui en interdit la consommation 24 heures avant et pendant toute séance d'audition ou période d'études. Ouais, ça a du Quelque sens. chose comme ça. Bon, un truc un peu En plus, cérémonial, quoi. c'est difficile parce que modération n'est pas scientologue. Donc voilà, il faut essayer de le convertir et tout, c'est difficile. Je vais rien dire. Je vais pas rebondir là-dessus. On va parler de tout sauf de Mission Impossible dans cet épisode. Je le sens. Tu sais que comme une maison. c'est un vrai point d'analyse que j'ai quand tu me poseras la question de ce que j'ai pensé du film. Prépare-toi à un monologue, chaton. Donc je sais que tu n'attendais rien de ce film, donc je vais me poser la question à moi-même. Hein. C'était dans mes notes que... Attends, je vais te la poser comme ça. C'était dans mes notes. Hein. Je sais que tu vas dire que tu n'attendais rien de ce film, donc je vais me poser la question à moi-même. Sofiane, qu'est-ce que tu attendais de ce film? Et moi, j'ai envie de le comparer au dernier James Bond un peu. Parce que Complètement. C'est vrai qu'ils sont sortis... Enfin, c'est drôle que les deux agents spéciaux les plus connus du monde tirent leur révérence à peu près au même moment. Enfin, bon, il y Et a puis avec quand les même mêmes quelques points années, hein. d'intrigue. Avec un peu les mêmes points d'intrigue. Je trouve que ça, même si je suis pas un énorme fan de No Time to Die, je trouve que, en fait, Craig avait un arc sur beaucoup de films. Mhm. Bon, on sent qu'il y a eu des réécritures entre chaque film et des avis différents, des idées différentes. Mais il avait un arc, alors que Ethan Hunt, pour moi, n'a jamais vraiment eu d'arc, à part avec sa femme à un moment. On sent qu'il y avait JJ qui avait essayé de lui donner un arc un petit peu différent, mais sinon, est-ce qu'on sait pourquoi il était en prison à l'origine quand ils l'ont sorti de... Oui, c'est pseudo expliqué justement m'en dans rappelle le film précédent. Ah, Et je m'en rappelais plus. Alors je te confesse que je m'en souvenais plus non plus. C'est pour te dire à quel point ça m'a marqué. Ouais, ok. Tu vois l'antagoniste Gabriel. Ouais, Gabriel. Eh bien, Gabriel. lui aurait tué la première femme ou quelque oui. chose comme ça, et Oui. lui aurait cherché à se venger et a été justement... J'en on lui a tendu un guet-apens en tout cas pour qu'il se fasse pincer pour meurtre alors qu'il Ok. n'avait rien fait parce que c'est Ethan Hunt. J'allais dire Cunt, c'est pour te dire à quel point tu m'as matrixé. C'est Ethan. Alors forcément, il ne peut rien faire de mal, en tout cas pas de répréhensible moralement. Mais tu vois, c'est un truc qu'ils ont ajouté dans les Bien sûr. derniers films. Mais comme Pas en fait quelque avec... chose qui était vraiment... Tu vois, tu regardes Casino Royale, Mhm. Bond a un arc. Oui. Et on va dire que ça le hante. Ce qui se passe dans Casino Royale va le hanter sur les autres films. Bah, de toute façon, tout l'arc justement du personnage de Daniel Craig, c'est le syndrome post-traumatique. Donc, Ouais. Ouais, c'est vrai. qui revient d'ailleurs Le deuil, avec... c'est beaucoup. avec Skyfall, où justement là on revient sur tous ces traumatismes d'enfance et les raisons pour lesquelles il est devenu alcoolique et pour lesquelles il est comme il est, quoi. Il n'est pas alcoolique. C'est juste que son travail le demande. Oui. Il doit boire pour son travail. Tu sais, il y a des mecs qui disent ça, ouais, je vois des clients au repas, et puis bon, bah, j'ai bu quelques verres. Bah, Bond, c'est comme ça, mais c'est toute sa vie. Oui, enfin, contrairement à certains professionnels du milieu qui se mettaient des boules de coton dans l'estomac pour bien absorber et ne pas être sous au bout d'une demi-heure. Ça existe, Bien ça sûr que ça existe. Ah, c'est surtout quand tu fais ça en face des Russes qui ont quand même une sacrée descente. Ça, c'est une bonne idée. Je vais y repenser. Alors, faut pas avaler du coton comme ça, hein, les auditeurs. Je vais y repenser. Mais en tout cas, Bond, quand ils ont annoncé c'est le dernier Craig, on s'est dit là, c'est la fin d'une histoire.
Il y a quelque chose vraiment qui va se terminer. Alors que quand je regarde, quand je me suis dit c'est la fin d'Ethan Hunt, je me suis dit ouais, mais en même temps, c'est juste pour moi, c'est la fin des cascades. C'est ça que tu veux me dire en fait. Quand tu me dis c'est la fin d'Ethan Hunt, tu me dis pas c'est la fin d'un personnage aussi important que Bond. Que je pense que quand on va y repenser dans pas mal de temps, une fois que les deux seront vraiment arrêtés pendant longtemps. Je pense que c'est Bond qui a gagné au final, là, dernièrement. Sur le plan personnel, oui, là je te Ouais, rejoins. c'est ça. Après, c'est sûr que sur le plan visuel, sur le plan spectaculaire, événementiel, je pense que c'est plutôt Mission Impossible qui va rester dans les mémoires, en tout cas C'est entre ça. ces deux sagas. Ce serait franchement un mélange des deux. Bien sûr, mais il y a aussi pour ça en fait que Ce serait tellement les beau. deux derniers James Bond avec Daniel Craig et les deux derniers Mission Impossible avec Tom Cruise, pour moi, c'est quasiment les mêmes films avec plus ou moins de maladresse du côté de Mission Impossible, parce que comme tu le dis, Ethan Hunt, c'est pas vraiment un personnage, c'est plus un idéal, c'est une image. Et du coup, on a essayé de personnaliser la franchise pour justifier le fait qu'il fasse rendre hommage sur le dernier opus et ajouter cette dimension personnelle, voilà, conclure un arc du personnage, etc. Et au final, comme il n'y a pas d'arc, comme tu le disais, ils ont inventé toute cette histoire avec Gabriel et avec le truc en Ouais. deux parties et avec le Un peu le comme fameux Spectre. pseudo. Mais complètement. Ouais. Justement, dans mes notes, à un moment, je tire le rapprochement entre Essayer Oberheiser. de tout mettre, que en fait tout est lié au méchant depuis le Exact. début. Et, Au protagoniste, en fait, l'antagoniste, voilà, qui guette dans l'ombre, en fait, depuis la jeunesse Ouais. du machin. Donc là, dans James Bond, on a Franz Oberhauser et la secte Spectre, ouais. Et t'as vraiment cette citation, même au cas où t'aurais vraiment pas compris, c'est « Je suis l'auteur de toutes tes douleurs, James, Ah depuis oui, le début, oui. c'était moi Ah, !» Et bon, ça fait un peu rigoler. je C'était suis déjà... ton demi-frère. Ouais, alors... Dark Vador l'a fait une fois, pas deux, quoi. Dans Mais... Oh là 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 là. Ah putain, oui, merde. Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? J'ai failli la rater celle-là. Terrible, terrible. Pour une fois, ça t'arrive à toi. C'est vrai, ça m'arrive jamais pourtant. Bon, passons. En tout cas, c'est vrai que c'était inintéressant. En tout cas, de mon point de vue, c'était assez inintéressant chez James Bond. Et ça l'est encore plus, voire même c'est insensé au niveau de Mission Impossible. Parce que l'ADN Mission Impossible, ça a toujours reposé sur la base du bricolage et sur un personnage de tête qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est davantage une image qu'une personne ou un individu. Je pense qu'aussi Craig est moins lisse que Cruise. Donc on peut peut-être un peu plus s'intéresser à son personnage. En tant que tel, on veut voir pourquoi Bien il sûr. est comme ça. Tu vois, on a un peu cette envie de savoir pourquoi c'est une brute, comme quand on le voit dans Casino Royale. C'est pas le Bond classique, c'est une brute. Et on veut savoir pourquoi il est comme ça. Alors que Ethan Hunt, on se dit, il est né comme ça, et ça se trouve, il a fait une Mais cascade. d'ailleurs, il a fait une jamais cascade. été enfant, ce garçon, tu vois. Il est arrivé comme ça sur la planète à déjà 40 berges. Exactement. Et 30 ans. Et voilà, il était déjà moralement et physiquement, il était fini. Tu vois ce que je veux dire? Il a pop-up sur la planète. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Bond. Ouais, ça s'entend. Parce que je sens que t'as plus envie de parler de ça que Ouais. Mission Impossible. T'inquiète, on aura l'occasion de retirer deux, Ouais. trois parallèles par la suite. Le film est coécrit par McQuarrie, qui forcément, je crois qu'il a écrit presque tous les films qu'il a fait, je crois. Et Eric Jendresen, qui lui a coécrit l'excellente mini-série Band of Brothers, qui était vraiment une très 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 bonne mini-série produite par Spielberg et Tom Hanks. C'est celle avec Rami Malek? Non, il devait avoir 12 ans, compte même pas. Non, il y a eu un reboot Non, Band of après. Brothers, c'est sorti en 99, Ouais, oui, 2000, non, je quelque pense chose au comme reboot. ça. C'est sorti après le Soldat Ryan. Ils ont décidé de se pencher sur l'histoire vraie un petit peu, parce que Soldat Ryan, c'est une histoire inventée, mais ils voulaient faire quelque chose sur la Easy Company, et je vous le conseille vraiment, je vous la conseille vraiment, cette mini-série. Je pense qu'elle doit être sur Max, parce que c'est HBO. Et donc, quand j'ai vu que c'était lui qui avait écrit ça, je me suis dit, tiens, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et je vois qu'il n'avait pas fait grand-chose. Il s'est retrouvé sur les 2 dernières Missions Impossibles. En fait, c'est lui qui était là. Et je me demandais comment il s'était un peu retrouvé. Enfin, c'est marrant je pense qu'il a dû produire des trucs, il a dû faire d'autres trucs, mais quand on regarde ce qu'il a écrit en tant que scénario, il y a quand même il y a Bands of Brothers, et après, il y a presque rien, quoi. Jusqu'à Mission Impossible. Est-ce qu'il serait pas scientologue? C'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est toi le spécialiste français de la question. Non, il faudrait que non, c'est le spécialiste français de la question. Bon, à ce stade, À ce stade. probablement, Je vais rougir, arrête. Ce serait mon plus beau fait d'armes. ce serait cringe. Le genre de truc que je devrais dire en premier encart. Au fait, je suis le spécialiste français de la Tu scientologie. mets ça sur ta bio. Dans ma bio, ouais, dans les apps de rencontre.
Donc ouais, normalement, le film devait être la deuxième partie de Dead Reckoning, mais le film avait quand même moyennement marché au box-office, avec 571 millions à peu près au box-office. Est-ce que tu crois qu'il y a une malédiction partie 1, partie 2 ? Honnêtement, à ce stade, oui. Ouais, ça joue, hein. Quand tu Moi, ça prends me donne l'ensemble moins des envie sagas- d'aller voir un film, de me dire c'est telle partie, Mhm. alors que quand on met un chiffre comme 3... Juste pas troisième partie, juste, j'en sais rien, Bah, en fait, quand Avengers 3, j'en sais rien. Tu te dis, il y aura un 4 ou pas, tu peux pas savoir en fait. Alors que là, tu sais exactement le nombre de films et tu te dis, donc ça va être l'introduction. Bon, bah, autant que je le regarde à la maison tranquillement et puis j'irai voir l'autre au cinéma. Enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire ça. Et c'est la première fois depuis longtemps que que en tout cas Mission Impossible se prenait un mauvais résultat au box-office. Jusque-là. Non, c'est pas la première fois. Non, Après, mais toi, depuis le 3. longtemps. Oui, pardon, excuse-moi. Depuis longtemps quand même, parce que depuis quoi, Ghost Protocol, c'était quand même que des succès. Même Fallout avait été un gros succès aussi, peut-être même le plus gros succès, je crois. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses qu'il s'est passé quoi en fait ? C'est quoi ? C'est parce qu'il y a eu Top Gun 2 quand même, qui a très très bien marché. En fait, je pense que d'un point de vue global, avoir, par exemple, dans une trilogie, on va prendre Hunger Games par exemple, le 1, le 2, le 3, ça te donne une idée de continuité. Alors tu te sens investi dans une intrigue qui est plus large que le film que tu vas voir, sans être non plus ultra dépendant des autres opus. Alors que quand tu as une partie 1, partie 2, tu as cette impression de sérialisation. T'as plutôt l'impression, comme je viens de dire, en fait, t'as la sensation de regarder peut-être des épisodes d'une série, et c'est vrai que en termes d'investissement physique et émotionnel, c'est pas le même effet sur une personne. En tout cas, je trouve. Hein. Moi, je partage ton avis. J'aime pas voir une partie 1, partie 2. Ça me hérisse le poil. Il y a eu Harry Potter. Ouais, bien sûr. Il y a c'était eu- le premier à faire le truc et lancer un peu la mode. Il y a et eu après, Twilight. Hunger Games, Twilight. Il y a eu Pirates des Caraïbes. Ils ont quoi en commun, Non, tous il n'y a ces pas eu films ? Pirates des Caraïbes. Il n'y a pas eu un Pirate des Caraïbes qui avait pas. Je suis pas sûre. Je vais pas y mettre ma main. Non, je crois pas. Non, Donc je crois que maintenant c'est que tu le quatre, dis, ouais. J'allais dire, c'est que des films dont on a parlé ensemble. Non, mais il y en a eu plein. En fait, chaque toute fois, la on fait des vague des parties, young hein, adultes et tout, en fait, Ouais. dans les années 2010, en tout cas, entre 2010 et 2015, c'était beaucoup ça. Et c'est vrai qu'après, les gens s'en sont lassés parce que le truc avec Harry Potter, c'est que ça fonctionnait dans la mesure où le dernier volume méritait d'être coupé en deux. Après, il y a eu cet effet de mode où capitalisme oblige, les producteurs y ont vu un intérêt économique et se sont dit, maintenant, quel que soit le matériau de base, je vais pouvoir couper l'histoire en deux et continuer à capitaliser et tirer sur la vache à Toujours lait. le et dernier ramener. livre à chaque Ouais, fois. toujours. Le dernier livre qui est coupé en deux. Alors que des fois, t'as plus intérêt à couper le deuxième, par exemple. Par exemple, Twilight, je me rappelle que je me disais, ils auraient pu faire qu'un film, quoi. Ça aurait pu être un email. Ils auraient même... En fait, faire un film intéressant avec ce livre-là, c'était, ça demandait un certain travail de réécriture en salle. Mais le couper en deux, il a fallu forcément inventer des trucs, réimaginer, réécrire. Mais est-ce qu'il y a un faire bon d'autres exemple propositions. que je me demande beaucoup de gens diront Harry Potter, parce qu'il y a quand même pas mal de gens Oui, qui moi je aiment bien partage ces cet films. avis pour le coup. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de très bons exemples. Vous nous direz ça, les amis. En fait, il faudrait faire la technique de Tarantino et mettre volume. Ouais, encore. Hein. Les deux films devaient être filmés back-to-back, mais Tom devait faire la promo de Top Gun 2. En plus, il y a eu un truc qui s'appelle le Covid, je sais pas si tu te... C'était pas un espèce de petit virus Voilà. Ouais, Et il y a eu une petite grève des scénaristes aussi. Alors la grève des scénaristes n'a pas impacté le film, par contre la grève des acteurs si. Ouais, Hollywood a été bien paralysé pendant plusieurs mois, avec des revendications, des mouvements de grève qui ont justement mis à l'arrêt énormément de productions. Ça n'a pas forcément repris. Non. Je connais pas mal de gens qui sont dans l'industrie et, et ils disaient qu'il n'y a plus par exemple, il n'y a plus aucune série télé qui sont greenlight. C'est très très rare de nos jours que les séries télé soient greenlight et je regardais un petit peu les sorties à la rentrée, etc. Et en effet, il y a beaucoup moins de séries qu'avant qui se font. Un budget qui pourrait aller jusqu'à 400 millions sans compter la promo. Entre 300 et 400, c'est que... C'est dommage qu'on fasse l'épisode aussi rapidement parce que je pense que dans 1 an ou 2, on aurait pu à peu près savoir combien ils ont dépensé. Pour l'instant, ils ne l'ont pas vraiment dit. Pour l'instant, il y a un espèce de consensus autour de 350 millions, mais il y a quand même énormément de bruit de couloir qui parlerait plutôt de 400. À la base, le chiffre, c'est Puck News qui l'a relayé. Bon, le chiffre, c'est sûr qu'il fait un peu mal, mais il semble quand même relativement crédible. Il est d'autant plus crédible que, comme tu le disais, il y a eu le Covid, ensuite il y a eu les grèves, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements avec le tournage qui
qui font que le tournage il s'est étalé sur quasi 2 ans, je crois. En plus, c'est assez complexe à tourner, hein, Mission Impossible. Bah bien sûr. Alors, Ouais. Mission C'est Impossible. pas un film classique. Non, et puis c'est surtout que c'est des films, on a un peu prédiscuté tout à l'heure, mais qui ne commencent jamais avec un scénario terminé. Parce que Cruise, Macquarie et toute la bande ont toujours eu pour mode opérandi de réfléchir aux scènes d'action en premier et ensuite de bricoler un scénario autour. Ils pensent toujours à l'événementiel. Tu fais une tête étrange. Je fais une tête parce que, en fait, Tom Cruise s'est fait 120 millions sur le dernier film. Mhm. C'est des chiffres à la Robert Downey Jr., ça. c'est des chiffres qui font mal à la tête. En même temps, ils ont un Et peu on le même peut statut à comprendre Hollywood. pourquoi on est aujourd'hui. monté à 300, 400. Si Tom s'est fait 120 millions, et encore, Après, j'imagine il qu'il a quand même le box-office salaire en- d'acteur et le salaire de producteur. Oui, c'est ça et- le truc. Ouais. Donc il y a les royalties et ce genre de choses. Je pense pas qu'il y ait sa part du salaire qui soit vraiment intégrée au budget. Initialement, on parlait d'un budget de 290 millions, donc ce qui était relativement identique à celui de Dead Reckoning, qui était de 291. Il s'est fait 600 millions en tout. Bien sur sûr. toute la franchise Mission Impossible. Ça fait relativiser. Pas Ça fait mal. mal aussi quand même. Hein. C'est pas mal. Après, quand tu vois comment le garçon est investi dans la fabrique de... On pense à ce qu'on veut de Tom Cruise sur le plan humain, mais en tout cas sur le plan du travail, il est assez irréprochable. C'est quelqu'un qui s'est toujours donné à 300%. C'était un peu comme si on était toujours sur la défensive avec Tom. C'est genre, ok, c'est pas une bonne personne. Hein. En fait, c'est la dame blanche j'en ai et t'as parlé. l'impression que si tu dis trop de mal de lui, il va débarquer dans ton salon avec un Glock. Non, mais c'est genre, on est tout le temps en train de se justifier. Oui, mais tu sais, il fait ses cascades lui-même. Ouais, mais Non, tu là, sais, ce que ça- je justifie, c'est le. Ah, je quand tu rigole, dis, il s'est c'est fait juste- beaucoup d'argent. C'est juste Et marrant comme on est toujours un peu obligé. Mm. Il y a certains acteurs, tu vois, c'est comme Léo, il est toujours dans les meilleurs Ah non, films, lui, il je joue le très défends bien. pas. Et tu vois, t'es un peu obligé de dire des fois, ouais, mais tu sais, ok, il était au mariage de Jeff Bezos. Ah, lui, je le défends pas. Et t'es là genre, ouais, mais en même temps, c'est un super bon acteur. Il y a des mecs comme ça, ils ont réussi à avoir une carte blanche comme ça. Bon, Léo ou Tom, ils sont détestés par certaines personnes, chacun de leur façon. Je dirais quand même que dans le conscient collectif, Tom Cruise a un capital sympathique qui est nettement plus élevé que DiCaprio. Oui, En tout mais cas, aujourd'hui. je pense que beaucoup de gens vont me dire que DiCaprio a eu des meilleurs rôles. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est un fait. Beaucoup de gens vont me dire ça, quoi. Mais je trouve sa personnalité moins Et il y a Brad parasite. Pitt aussi dans cette catégorie. C'est ce que je pense Johnny de Brad Depp. Enfin, voilà. Tu ouvres une boîte de Pandore, mon brave. Est-ce que tu peux me citer les 17 films Non, je les ai pas. qui ont un budget de plus de 300 millions de dollars? Non, mais je peux t'en citer un ou deux, parce que j'ai quand même tenu à remettre Mission Impossible dans un classement. Si on part sur la base du chiffre de 400 millions qui a été relayé par les titres de presse précédemment mentionnés, donc Final Reckoning, c'est non seulement le volet le plus coûteux de la saga de très très loin, mais c'est surtout potentiellement l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, donc hors ajustement à l'inflation. Final Reckoning, il sera en 5e position du classement entre Star Wars 7, pas sur le bouton, Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. entre le premier film de la dernière trilogie d'une saga bien connue et Fast X, qui est à 379 millions de dollars. Et si tu ajustes à l'inflation, là pour le coup, il tombe à la 10e place entre Avengers Infinity War, qui coûterait inflation, Ouais, mais t'as pas répondu à ma question. et en fait. Titanic, C'est 392 millions de dollars. parti dans les Non, chiffres. je pourrais pas te donner les 17 C'est autres. parti dans les Je chiffres. sais qu'il y a un Pirate des Caraïbes. Il y en a même deux. Il y en a deux. Ouais. Il y T'as a les la, Avengers. il y a La Fontaine de Jouvence et Jusqu'au bout du monde. Ouais. Ils sont tous les deux à plus de 300 millions. En même temps, ils ont Il y a les Avengers, il y a Age of Ultron, il y a Infinity War et Endgame. Et Il y a pas ensuite, le il y a premier 3 autres Marvel. Non, le premier, il n'a pas coûté cher. C'est pour ça, il a tellement bien marché. Non, c'est justement... T'as raison, c'est- oui, ouais, oui. ouais. Doctor Strange 2, donc Multiverse of Madness. Mhm. Ant-Man 3, Quantum Mania. Ok. Et C'est ce qui est incohérent. The Marvels. Oui, oui, Plus oui, de 300 effectivement. millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Qu'est-ce eu qui beaucoup s'est d'articles qui ont été écrits sur la question parce que personne n'a compris, mais en fait c'est plutôt du background, c'est du bruit de fond, Ouais. c'est des trucs qui se sont produits autour de la production qui ont fait grimper en fait l'addition finale, mais c'est pas tant le film en lui-même. Donc tu parlais de Fast 10. Ouais. Il y a aussi eu Indiana Jones 5. Oui, oui, effectivement. Justice League de Joss Whedon. Jurassic World Fallen Kingdom. Oui. Abadar 2. Qui? Abadar? Je Bah sais si, Abadar de James Cameron. Oui, ok, c'est que tu faisais Oui. une blague, d'accord. Non, Abadar. Ah, alright, alright. Quelques films dont on ne parle pas aussi. Et The Electric State, Oui, 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 oui. qui a coûté plus de 300 millions. Et tu regardes, en fait, et il y en a, il y a beaucoup de bids. Hein.
Et ça me fait Sans penser blague. à un truc, je vais faire une analogie que je fais jamais, mais dans le football, si tu regardes les joueurs qui ont été payés plus de 100 millions, ça fonctionne pas, souvent. Souvent, il y a, on sent que la pression d'avoir un tel prix fait que leurs jambes tremblent, tu vois. Je vais pas te mentir et acquiescer ou non, parce que je n'y connais rien. Non, mais c'est- je te crois sur parole. Voilà, crois-moi, c'est ça. Et là, je me demande si, quand on commence à avoir un gros budget, c'est là qu'on se perd un petit peu créativement, en fait. Enfin, En tout cas, de ce que moi j'avais pu étudier avec justement les Ant-Man, les Marvels et tout ce que tu veux, les 3/4 du temps, c'est pas le film qui coûte ce prix-là. C'est quelques têtes d'affiche, quelques caprices de producteurs et des imprévus en fait qui peuvent interrompre le tournage, des galères je sais pas moi, de décors, de contrats, des trucs. Parfois aussi avec la distribution, ça peut coincer. Et parfois, t'as pas un bon script. hein. Et parfois, tu as un très mauvais script qui demande énormément de réécriture. Et un truc dont, par exemple, on ne parle pas souvent, mais je crois qu'on en a déjà parlé, par contre, quand on parlait de Mission Impossible, et particulièrement du dernier, de l'avant-dernier, du coup, c'est que quand tu dois interrompre la production d'un film, t'es quand même censé continuer à payer tes équipes. Et c'est ça qui coûte cher sur le final. Je crois que c'est aussi ce qu'ils ont fait avec... c'est pour ça que Fast X, il a coûté aussi cher, il me semble, c'est parce qu'il avait été interrompu pendant la pandémie et Vin Diesel avait demandé à ce que tout le monde continue à être payé. Je suis pas sûre de ce que je dis, donc ça vérifie quand même. C'est ça qui, en fait, continue à faire tourner les compteurs et à ce que les producteurs, en fait, ils doivent foutre la main à la poche, tout bêtement. Parce que, même si le truc, il est à l'arrêt, il faut continuer à justifier le fait que les gens, ils t'attendent. Donc, avec un budget entre 300 et 400 millions, le film a fait presque 600 millions au box-office, ou peut-être qu'il les a passés, sûrement depuis. Non. Non Donc, Non, il est un peu bloqué à 598 000 et il faut savoir que pour que le film rentre dans ses frais avec le chiffre que toi tu viens d'annoncer entre 300 et 400, donc on va mettre 350. Plus le marketing. Plus le marketing. Hors marketing, je vais parler hors marketing pour l'instant, il aurait fallu qu'il empoche entre 800 millions, voire 1 milliard pour juste rentrer dans ses frais et faire un peu de bénéf. Donc on en est loin, très clairement. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de bid ? Pas tellement dans le cas de Mission Impossible, parce que, bon, effectivement, il n'a pas forcément brillé pendant son exploitation en salle, mais il est quand même en 9e position du classement du box-office annuel mondial, en tout cas actuellement, entre Superman et les 4 Fantastiques. On sait que Mission Impossible, c'est le genre de truc qui fonctionne très très bien en VOD, en SVOD, et aussi, et c'est vrai que c'est un peu plus rare, en tout cas dans le contexte actuel, en termes de support physique. C'est des films que les gens aiment bien acheter, et là, en plus, comme c'est le tout dernier, en tout cas officiellement, je pense que justement, les maisons d'édition vont se faire une grande joie de commencer à éditer des coffrets collector, des coffrets intégrales, qu'il y a moyen de continuer à passer de l'argent là-dessus. Que tu peux offrir aux darons à Noël. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour la saga Mission Impossible, les ventes de support physique, c'est pas à négliger. je pense que Tom s'attendait à mieux. Ah, bien sûr. Et je pense ils ont dû prendre peur un petit peu quand ils ont vu le film précédent. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont eu un tel budget alors que le film précédent n'avait pas marché. Normalement, tu essaies d'avoir peut-être un plus petit budget ou même de prendre un peu plus le temps de faire le film. Mais peut-être que l'âge de Tom aussi jouait. Plutôt que d'attendre 3-4 ans, vaut mieux le faire avant qu'il puisse plus courir, quoi. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le tournage a été interrompu. Il y a eu des très grosses galères à droite et à gauche. Le tournage débute officiellement en mars 2022, sachant qu'à la base, il devait être tourné en back-to-back avec celui d'avant, mais il y a eu des contraintes, effectivement. Ensuite, il a été suspendu une première fois en juillet 2023 à l'occasion des grèves de la SAG-AFTRA, sachant que là, à ce moment-là, le film, il était tourné qu'à 40%. Ensuite, la production n'a repris qu'en mars 2024, s'est heurtée à une nouvelle déconvenue au mois de mai. Il y avait un sous-marin à disposition, apparemment, qui avait un dysfonctionnement ou quelque chose comme ça. Et le tournage ne s'est finalement achevé que quelques mois plus tard, en novembre. Donc on a quand même un tournage qui est allé sur une durée assez conséquente, hein, si tu regardes bien, qui, en plus, à l'instar de Dead Reckoning, a rencontré un certain nombre de déboires et autres tribulations, même dans les moments où c'était censé fonctionner. Et comme on le disait tout à l'heure, Mission Impossible, c'est des trucs qui sont tournés un peu sans scénario, et après, c'est réécrit sur le moment. On pense d'abord aux grosses scènes d'action, et ensuite il y a un travail de réécriture, il y a un travail de montage pour rendre le tout cohérent, mais c'est vrai que c'est pas forcément la façon de faire la plus économique. Tu vois, les Bonds,
Ouais. Ils sont écrits d'abord avec comme idée où est-ce qu'on pourrait aller en vacances quand on tourne ce film. Alors Mission Impossible, c'est quand même une saga très globe-trotteuse aussi. Ouais, mais non, ils là, ont quand même tourné c'est que Bond, c'est dans pas mal toujours de dans pays. les grands hôtels, c'est toujours dans des endroits vraiment... Quand tu regardes Bond, tu vois, t'as envie d'être à l'endroit où il est, t'as envie de tous les endroits exotiques, t'as envie de le rejoindre. Alors que Ethan Hunt, la plupart du temps, il court à un endroit... C'est cool, hein, ça rend bien. Oui. Mais ça te donne pas envie d'y aller, tu vois. Quand tu vois la scène de course-poursuite dans Paris en moto, tu te dis pas « Ah, j'aimerais bien aller à Paris ». Alors que si Bond, il se promenait en Aston Martin au milieu de Paris comme ça, on dirait « Ah, c'est glamour, c'est beau ». C'est exactement ce que Voilà. j'allais dire. James Bond, c'est une saga qui a un gros potentiel glamour. Tandis que Mission Impossible, pour le coup, t'es dans le concret, t'es dans les muscles, t'es dans l'action, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque des pas de brocolis, fioriture. en tout cas, à l'époque de Cubby, c'était vraiment ça. Ils se demandaient où est-ce qu'on pourrait aller en vacances, quoi. Il y avait vraiment ce côté-là. ça partait de ça, en fait, quoi. T'as le côté espion, un peu moralement gris, qui est déjà quand même très attractif pour le spectateur. Et s'il y a bien un truc sur lequel on va pas cracher au niveau de la saga James Bond, c'est quand même plutôt joli à regarder. Skyfall, il est très beau. Casino Royale, il a un peu vieilli, mais il reste très beau. Enfin, je comprends qu'il y ait vraiment cette envie d'avoir un truc un peu léché à l'écran avec les beaux costumes et les bijoux, les beaux décors. Mais c'est une pub. Bien sûr, Bond, ils vendent une voiture, ils vendent une Ils vendent une montre. montre. Ouais, il y a toujours un truc à vendre. même un stylo. Et même quand il a une bière Heineken, tu vois, c'est « Oh, Bond boit une Heineken ». Mais c'est ça qui m'avait le plus froissé justement avec le tout dernier, là, le No Time to Die. Là, pour le coup, c'est trop un panneau publicitaire. Chaque placement de produit, il est tellement ostentatoire. À un moment, non, stop. Enfin, si je veux regarder des pubs, je vais sur YouTube. Une petite déception du film, pour moi, c'est la musique, parce que la musique de Mission Impossible, c'est toujours un des trucs qui fait le charme de cette saga. Mhm. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé vraiment la version la plus basique du thème. Ils n'ont pas vraiment... Même le générique, quand tu regardes le générique, il est vraiment très, très basique. Bon, il n'est pas au niveau du 3 non plus, mais il est vraiment très, très basique. Mhm. Les Fallout, les Ghost Protocol, ils avaient des génériques marquants, quoi. Bien sûr. C'est dans lequel qu'ils allument vraiment la mèche. Mince. C'est pas dans le 4. C'est dans le 4, Il me ouais, semble. je crois que c'est J'ai dans un le doute. 4. Tu vois, c'était des idées, il y avait une idée derrière ça. Ensuite, il y a eu ce concept de montrer les futures scènes, mais sans nous spoiler vraiment, juste pour nous donner juste un petit teaser de ce qu'on allait voir plus tard. Et là, non, c'est juste le visage des acteurs et il y a leur nom et c'est tout. Il y a juste la musique de Mission Impossible. Il y a peut-être 2-3 thèmes qui reviennent. En fait, il y a eu un problème parce que qu'à l'origine, c'était Lorne Balfe qui lui avait fait les 2 films précédents, mais apparemment, il a été remplacé par 2 autres compositeurs en avril 2025. J'ai pas l'impression qu'ils aient eu vraiment le temps de développer un thème marquant, quoi. Enfin, quelque chose d'assez marquant. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que chaque film avait un peu sa version du thème. Par exemple, elle était très rock'n'roll dans le 2, tu vois, Limp Bizkit, c'est même le pire du rock. Il y avait un côté fanfare dans une des versions. Je sais plus si c'était le film là d'avant ou celui d'avant encore, mais il y avait un côté fanfare un petit peu. Et là, C'était à l'image de la saga. Chaque opus se réappropriait le thème principal parce que chaque Ouais. opus avait sa DA. et là, D'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à décevant, l'arrivée de quoi. Brad Bird, t'avais un cinéaste différent qui mettait sa patte. Ouais. C'était sympathique. Il y a eu quoi? Il y a eu Danny Elfman pour le premier film. Il y a eu Hans Zimmer, si je me trompe pas, dans un des films aussi. Je pourrais plus te dire, je me souviens. Ouais, plus. il y a eu du beau monde, hein, non? Pour le coup, dans cet opus-ci, il y a quand même une grosse fainéantise sur le plan musical que j'ai justement remarqué à un moment donné. Où effectivement, t'as pas nécessairement t'as une reprise très feignante, très banale du thème principal. Le générique de fin, il est plan-plan. Il y a un générique moment où d'ouverture, ils utilisent le thème de Jim Phelps, ou je sais plus comment il s'appelle ce thème, celui qui fait pan 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 Ouais, pan pan Dans la voiture, là pan. Ça, c'est censé être dans tous les Missions Impossibles, parce que ça date, c'était la Lochifrine déjà à l'époque. Et là, j'avais l'impression que c'était vraiment une version avec un orchestre de 10 personnes, quoi. Il n'y avait même pas un côté Oui, très c'est ça. épique. Pour le dernier film, je pense qu'ils auraient vraiment dû y aller à fond, quoi. Que justement, qu'on reprenne un peu tous les thèmes des films précédents, qu'on joue avec ça, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Ils font une sorte de pot pourri de tous les trucs qui s'est passé avant.
Ah bah c'est un best-of, très Voilà, clairement. ils auraient pu essayer aussi de le faire avec la musique et je suis déçu parce que j'adore la musique de Mission Impossible. Oui. J'adore la musique de Lalo Schifrin en général. C'est un truc que vraiment, j'ai toujours été fan. Je pourrais que, par exemple, me lever le matin avec le thème de Mission Impossible, Entre ça et ça Rocky. motive. C'est avec Rocky, voilà, parfait. Et un peu déçu à ce niveau-là, je trouve. T'as toute la scène là justement où le bougre est sous l'eau et que t'as 40 minutes de silence comme ça, t'as pas de réplique, t'as presque pas de son, t'as que des bruits très étouffés parce que là encore t'es censé être sous l'eau. Plutôt que d'en avoir fait un parti pris artistique, Il y a une plutôt- musique. ouais, plutôt que d'avoir voulu justement donner ce côté oppressant, bien te faire comprendre que Comme t'es ils avaient sous fait dans pression le... premier, puis dans d'autres. Hein. Ouais, dans celui où il est sous l'eau, là, dans la sorte de turbine, là. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un clin d'œil, c'est un rappel. Hein. Plutôt que d'avoir ce parti pris artistique-ci, on te, voilà, comme tu le dis, on te met une musique extra-diégétique. Et puis, je crois que c'est dans cette scène-là aussi où tu as un espèce de jeu avec le ratio où à chaque tour de valve, avant qu'il se retrouve sous l'eau, tu as l'écran qui passe en s'élargit IMAX. un peu plus pour passer en IMAX. Ouais. Ça, c'était bien fait, je trouve. Oui, Bon, c'était original. un j'ai peu bien éculé aimé. comme code. Mais Ouais, non, moi j'aime bien, je suis bonne C'est dans cliente. quel- Mais C'est-à-dire éculé, tu l'as déjà vu dans d'autres trucs? ah oui, plein de fois. Bon, il n'y a pas beaucoup de films IMAX qui font ça, je trouve. Non, pas nécessairement en IMAX, mais le fait à un moment donné, pour davantage correspondre à l'impact émotionnel d'une scène, changer, jouer avec le ratio de ton cadre et de ton image, c'est un peu du vu et revu. Mais moi, j'aime beaucoup, hein, je suis bonne cliente. J'ai bien aimé, moi, ce moment-là. Je m'y attendais pas, en fait. C'est surtout ça. Je fais, ah, cool, hein, un truc qui change un petit peu dans le film. Une petite manière drôle. Et puis, c'est Tom Cruise qui ouvre l'écran lui-même. Enfin, ça marche bien avec lui, quoi. Oui, il y a ce Ouais. côté ludique, mais C'est je tellement trouve que ça Monsieur aurait dû être Cinéma, employé c'est tellement à un autre moment. C'est tellement Monsieur Cinéma, ce mec, que ce soit lui qui ouvre l'écran comme ça. J'ai bien aimé, quoi. Voilà. Ouais. C'était le moment où il fallait justement jouer avec le son, et bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Nous retrouvons Ethan Hunt qui regarde une VHS enregistrée par la présidente des États-Unis. Ça fait 35 ans qu'il travaille à l'IMF. Voilà, il devait passer sa vie en prison, blablabla. Il y a un petit montage de tous les films précédents pour mettre dans l'ambiance. Et encore, quand je dis un petit montage, il dure facile 10 minutes. Et l'entité a pris le contrôle d'Internet comme Ultron. Et il y a des fanatiques qui veulent tuer tout le monde pour l'entité et qui ont infiltré tous les gouvernements. Il faut trouver un code pour détruire l'entité avec la clé magique. Et voilà, c'est sûrement le message d'intro le plus long de la saga, je pense. On a en fait de l'exposition dans l'exposition. Ouais. Et pendant, je veux dire, 1h20 du film, ce n'est que de l'exposition pendant tout le temps où on nous explique que voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui pourrait se passer si l'entité allait gagner. Voilà ce qui doit se passer. Voilà ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit faire confiance à Ethan Hunt? Oui, non. Est-ce qu'on lui fait confiance? Et ça revient toujours. Ethan Hunt est le centre du monde. Il faut toujours qu'on parle de lui, que c'est toujours... Tout tourne autour de lui. Ce qui est triste parce que moi, quand j'étais gamin, il y avait une série télé qui s'appelait Mission Impossible. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et c'était sur une équipe, Mission Impossible, où chacun avait un rôle. Ils étaient tous égaux. Il y avait peut-être Jim Phelps qui était le chef de l'équipe. Mais on ne parlait pas que de Jim Phelps 24 heures sur 24 quand il n'était pas dans la pièce. Et donc, c'est un truc que peut-être m'a toujours un peu refroidi par rapport à Mission Impossible. C'est que quand j'étais gamin, il y avait ce côté vraiment équipe. Et Tom Cruise, dès le premier film... On tue l'équipe, on tue Jim Phelps et on te montre que non, ça va être sur Tom Cruise maintenant tout seul. Et oui, il y a eu Benji, il y a eu Luther, il y en a eu des membres de l'équipe. Mais là, c'est vraiment trop centré sur Ethan tout le temps. C'est-à-dire que même quand un personnage meurt, on est à deux doigts de l'entendre dire que ses dernières paroles, ce soit « Ethan, t'es vraiment le meilleur » avant de mourir, quoi. On n'en est pas loin. C'est juste un peu dommage et je me dis si un jour il décide de refaire des Missions Impossibles et que peut-être Tom Cruise est peut-être un peu trop vieux pour faire des cascades, pourquoi pas qu'il endosse le rôle de Jim Phelps et que ce soit une équipe autour de lui. Ce serait peut-être intéressant aussi qu'ils prennent une direction comme ça, avec des acteurs plus jeunes. Peut-être tu fais un cast à la Ocean's 11, tu vois, où tu prends vraiment les meilleurs de leur génération, tu les mets dans Mission Impossible avec Tom Cruise qui les gère. Si ça fait pas du box-office, je ne comprends pas. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que justement ce 8e opus pouvait être
le final de cette saga-là, mais en tout cas pas de la franchise, et que Cruise était potentiellement amené à soit reprendre son rôle d'Ethan Hunt, mais en tant que mentor, soit prendre un autre rôle comme celui de Jim Phelps que tu viens Il d'évoquer. y avait Jeremy Renner qui voulait aussi lui Il y prendre son avait, job. À un oui, moment. effectivement. Et de fait, c'est quelque chose qui a quand même alimenté beaucoup de bruit de couloir pendant un moment, sans qu'on en ait vraiment une finalité. Il y a eu même, je crois, c'est Jeff Snyder, quelque chose comme ça, qui a relayé et fait imprimer quelque chose selon lequel Tom Cruise se serait rapproché de Glenn Powell pour justement assurer... Oui, il était dans Top Gun 2. Pour assurer sa succession, effectivement, comme tu viens de le dire, ils partageaient l'affiche ensemble avec Top Gun 2. Ils ont eu un gros coup de cœur mutuel, etc. etc. Mais Cruise a démenti la chose. Après, si ça se produit un jour, ça m'étonnera pas, effectivement. Moi, mon rêve, c'est que ça se passe Dis-moi dans tout. les années 60. Quoi. Ouais, tu Mais m'as... il y a eu Man from U.N.C.L., je sais, qui a quand même été un peu dans cette optique-là, mais personne n'a vu Man from Si, moi, je U.N.C.L.. l'ai vu, tiens. Oui, figure-toi. moi aussi, tu sais, les fans Alors de que ce c'est genre. pas mon délire, Mais normalement. au final, quand tu regardes, tu peux en parler aux spectateurs plus lambda, comme on peut dire. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient vu Man from U.N.C.L., ce qui est dommage quand même. Je sais pas, il y avait quand même Henry Cavill. Ouais, mais il a et, pas marché Dave au box-office. Cannibal. Il a pas Ouais, marché. mais est-ce que ce serait pas le genre de film qui s'est un peu fait une seconde Peut-être. vie sur En les tout sites cas, de il n'a pas streaming? marché au box-office. Voilà, c'est Mhm. tout ce que je voulais dire. Oui, oui. Tout ce que je dis n'est pas faux. Mais j'ai pas dit le contraire. Je complète ton propos, je ne l'invalide, point. Parfois, je dis des trucs vrais. De temps en temps. Quand on me torture. Parlons de la coupe de cheveux de Tom. Tu veux enrayer là-dessus maintenant? Bah, si tu veux. Non, on va pas en parler. Ça lui va pas. je On dirait trouve. un post-it. Là, il y a un truc qui va pas. Il y a eu un truc d'autoconviction du spectateur, d'ailleurs, où t'as littéralement un personnage qui vocalise « Oh, ça te va bien les cheveux longs ?» Non. Non. En plus, c'est Stop. pas la première fois qu'on voit Tom avec des cheveux longs, mais là, je sais pas si c'est la coupe en elle-même, mais il y a un petit côté. On dirait qu'il a un toupet. Hein. On dirait qu'il a un toupet, et il y a des moments où il est. Quand il est accroché à l'avion, ça lui fait une coupe Mireille Mathieu, tu vois. Ouais. Le oui, ventre, il y a eu comme ça. une petite scène comme ça. Ouais. Bon, ça, Il y a un c'est moment pas où très j'ai mis grave. pause et il avait une vraie tête à la Tom Cruise. Là, avec la coupe de cheveux, c'était magnifique. Ah, mais ça, c'est un des points positifs du film, c'est que, alors, on parlera de l'ego trip Tom Cruisien dans 5 minutes, ou plus, en tout cas quand le dialogue s'y prêtera. Mais ce que j'aime bien dans ce film-ci, c'est que même si c'est quand même un gars qui se regarde beaucoup le nombril, il n'hésite pas à se maltraiter physiquement et se faire maltraiter par les événements. Quand il est sous l'eau, il est tout crampé de partout. Ouais, je parlais vraiment juste de coupe de cheveux. Quoi. Voilà. Oui, mais justement, ça Parce en fait que partie. il aime bien s'en les dire de temps en temps. Il en a tellement eu à chaque film, il a un peu une nouvelle coupe quand on Ouais. réfléchit, tu vois, à chaque film il y a sa nouvelle coupe, et je pense que là c'est une de celles qui fonctionne le moins. Voilà, Bah j'étais parce obligé d'en qu'il parler. il a 60 balais, qui continue à essayer d'avoir la coupe qu'il avait quand il en avait 40, 45, que ça marche plus, qu'il faut se laisser les cheveux gris à un moment donné, mais qu'en termes de continuité, ça ne fonctionnait pas. Je sais que Tom aussi ne veut pas vieillir, mais c'est juste drôle. J'aimerais bien voir une photo de toutes les coupes de cheveux côte à côte de Tom dans ses films, parce C'est qu'il ça a qu'on une aurait dû vraie faire, un évolution. classement tu vois. des coupes de Là où James Bond aura toujours la même coupe de cheveux, Ouais. Tom en l'occurrence on a eu pas mal. Quoi. Parce que tu parlais du message de la présidente Sloan, qui est devenue présidente hors champ, hein, d'ailleurs, c'est assez sympa. Je voulais juste rebondir sur le fait que ce message, il est délivré via une cassette magnétique. Et comme il s'agit un mode de diffusion analogue, l'entité n'a pas moyen de s'y infiltrer, donc ça c'est mignon d'un point de vue narratif. Mais c'est quand même une jolie abîme, jolie, hein, je prends le terme entre des pincettes, mais c'est une mise en abîme un peu sympa de la note d'intention de Cruise et de Macquarie pour ce film-là, et puis plus globalement de leur vision de l'audiovisuel actuel, je trouve. Parce que bon, dans tout le film, tu as une grosse mise en garde à l'encontre de tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle, la dépendance au virtuel, etc. Cruise est un apologiste bien connu de l'analogue, de l'organique, du tangible, de tout ce que tu veux. On sait qu'il a une obsession, que cette obsession-là, il la doit à son amour du cinéma, du 7e art, et aussi à ses valeurs scientologues, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que comme il met toujours un point d'honneur à réaliser ses cascades lui-même, à avoir recours au moins d'effets spéciaux possibles. Il y en a quand même, on va pas se mentir, mais en tout cas, c'est des effets qui sont là pour complimenter quelque chose qui a déjà été mis en place et pas pour remplacer ou créer en post-production, contrairement à d'autres grosses boîtes et d'autres franchises. Donc, t'as tout ce plan-là qui est assez intéressant en termes de mise en abîme, mais t'as aussi ce côté qui est déjà un peu pré-shot de flyer promotionnel de la scientologie. Ce côté flyer promotionnel de la scientologie, je sais pas si toi, c'est ce qui t'a sauté aux yeux tout de suite ou si tu l'as vu plus tard, mais
t'as tout ce truc ultra assumé de tirade à base de transcendance individuelle, de civilisation qu'il faut sauver, de l'hystérie de masse. Voilà, puis effectivement, t'as Tom Cruise, aka le Messie. Est-ce qu'il parle des psychiatres à un moment? Écoute, il y a un moment donné, je trouve qu'il y a une tirade qui s'y prête plutôt bien. Et est-ce qu'il essaie d'évader les impôts à un moment? Parce que si tu fais pas soit l'un, soit l'autre, t'es pas scientologue. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne peux ni Est-ce que Tom Cruise paye ses impôts? Ce serait une bonne question. Ce serait comme ça qu'il se ferait choper, tu vois, comme Al Capone. Par le fisc, ce serait drôle. Il n'y a pas de cascade qui pourra te sauver, là. Je pense qu'il fait tellement d'exonération via Non, les je dons pense qu'il qu'il fait à paye la ses scientologie. Non, mais bien sûr, je pense que c'est le genre de gars qui paye ses impôts, mais je pense qu'en fait, il a un taux d'impôt un peu moindre, parce qu'il doit se faire pas mal détaxer de choses. Ouais, il doit donner à des associations, entre guillemets. La scientologie. Ça vous rappelle Shanghai, non? Comment elle s'appelait? Julia, l'ex-Madame Hunt. Il a omis de vous parler d'elle? Un certain Davian l'avait prise en otage et a demandé une rançon, une monnaie que seul Ethan pouvait lui fournir. Davian l'appelait la patte de lapin, mais elle avait un autre nom. L'anti-dieu. Pomme est toujours là. Pomme Cruise, qui est Tom toujours Cruise. là. Qui ne parle que français. Qui a des dialogues. Tu vois, des fois, on parle des femmes écrites par des hommes, mais moi, mon sous-genre favori, c'est les Français écrits par des Américains. C'est formidable. Ouais. Les dialogues les plus indigents du monde, le vocabulaire Non, le plus c'est- simpliste Ce que je possible. comprends pas, c'est qu'elle comprend l'anglais. Mais parce que tu t'es pas au courant, mais si, tu le sais. On a cette réputation à l'étranger de ne vouloir honorer que notre langue. Alors même si on comprend l'anglais, C'est on vrai. refuse de le parler. Je pense que C'est vrai que si on a quelque chose en commun avec les Américains, c'est qu'on n'aime pas apprendre les langues étrangères. C'est pas notre spécialité, on va dire. J'aime bien, il y a une petite scène au début du film où Ethan essaie de convaincre un garde des pommes de pas se tirer dessus grâce à son côté bon gars. C'est vraiment juste parce que je suis un bon gars, c'est bon, vous tirez pas dessus. Et après, ce mec-là rejoint l'équipe. C'est quand même grave parce qu'en fait, ce personnage, il lui donne absolument rien pendant tout le film. Il Il est est juste tellement là pour oubliable. avoir un autre membre de l'équipe et pour remplacer Luther, quoi. je saurais même pas te dire comment il s'appelle. Bah non, voilà. Mais il est là pendant tout le film, en tout cas. En plus, Alors que je trouve que l'autre, Jim Phelps Jr. aurait été mieux, limite, dans l'équipe, parce qu'il s'entend pas avec Ethan et que ça aurait été bien d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui ne peut pas supporter Ethan. Ça aurait Ça pu aurait- être intéressant. c'est sympa d'avoir un Il y aurait une conflit dynamique un peu différente plutôt que des gens qui se pâment dès que Ethan arrive. Ah mon Dieu, Ethan est là, ah, il s'en est sorti, il nous a tous sauvés tout le temps. Ça aurait été intéressant d'avoir un perso qui lui dit non mais tu vas arrêter de nous mettre tous en danger avec tes 1% de chance de s'en sortir à chaque fois. Ouais, Parce qu'il il dit toujours j'ai 1% de chance de m'en sortir et il s'en sort à chaque fois. C'est Et puis là, c'est toute plus de l'intrigue de ce c'est film-là... la chatte à Dédé qu'il a. C'est deuxième référence au football de la journée. Ouais, je vais pas pouvoir suivre ça. Non, mais c'est quelque chose qui avait été presque mis en place avec le personnage de Jeremy Renner dans Protocole Fantôme. Oui, c'est celui-là. Oui. Et qui a été tout aussi rapidement avorté parce que je pense que Monsieur Cruise n'a pas supporté, ne serait-ce que dans la fiction, d'avoir un personnage Puis il n'était pas intéressant. enfin pas contradictoire, mais d'avoir un personnage en tout cas qui est allé à l'encontre du sien sans en être un antagoniste pour autant. Un caillou dans sa botte, quoi. Un Mhm. petit peu. Parce que c'est même pas une question de conflit d'intérêts, parce qu'ils ont les mêmes, mais ils ont juste pas la même vision de comment exécuter la tâche qu'on leur a fournie. Ouais, non, ça a jamais été réemployé par la suite. On se demande bien pourquoi. Il y a aussi Grace, ton personnage préféré, qui est de retour. Oui, alors elle aurait pu ne pas être là, hein. Bah, elle est enceinte de 8 mois. L'actrice, oui. Oui. 8 mois et Elle- demi. Elle a dû faire 8 ses mois et cascades demi. et tout. Elle a fait pas mal de cascades. Ça se voit pas une seule fois. C'est en faisant mes recherches après que je me suis dit, ok, je savais pas. Alors, je vais qu'à moitié te rejoindre, parce que effectivement, sur le plan physique, enfin, je veux dire, sur la physicalité, le fait qu'elle fasse ses cascades, tout ça, c'est formidable, ça ne se voit pas du tout. Par contre, et peut-être que c'est la photo script, hein, mais il y a plusieurs moments où son personnage avait une réplique ou une autre, où j'étais là, mais chaton, t'as oublié de savoir jouer. Et non, Ah. je pense qu'elle était juste fatiguée, mais... Ouais, non, et les je sais pas. étoiles, j'ai toujours trouvé qu'elle était bien. Un peu comme Marion Cotillard Non, dans c'est Dark Knight c'est- Rises, quoi.
Non, je me suis pas fait la remarque. En fait, Mais je sais c'est pas clair si son qu'elle est personnage était son- négligé ou si elle était fatiguée. Ouais, c'est clair que son personnage est plus effacé. Et en effet, on lui donne pas des bons dialogues non plus. Mais moi, l'actrice, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est peut-être parce que moi, j'ai regardé les Agent Carter à l'époque et tout. C'était un Ah, mais personnage justement, que c'est j'aimais pour bien. ça que je dis ça. Parce que je sais que c'est une bonne actrice et que même dans l'opus précédent où bon, elle avait pas forcément. Mais c'est un pas personnage Rebecca beaucoup plus Ferguson. Je fouillé. crois qu'on est tous d'accord pour dire à chaque fois, c'est pas Rebecca Ferguson. Elle est un peu dans son ombre en fait depuis la mort d'Elsa. Elle est un peu dans son ombre et c'est vrai qu'elle a pas réussi à se faire une énorme identité non plus. Il y avait Vanessa Kirby aussi. Il y avait quand même des personnages féminins un peu plus intéressants, je trouve, qui sont morts maintenant. Alors qu'elle, on sent qu'elle a été ajoutée à la fin, et donc c'est un peu comme tu te dis, tu vois Léa Seydoux et puis tu te dis, tu penses à Eva Green et tu te dis, il y a quand même une différence de niveau au niveau du personnage. Hein, je parle, tu vois, Madeleine et Vesper sont quand même, il y en a une qui est bien écrite et l'autre qui l'est un peu moins, on va dire. Et je trouve que par exemple, Elsa c'est peut-être parce que c'est Rebecca Ferguson et voilà. Ilsa, c'est peut-être parce que c'est Rebecca Ferguson et donc elle a elle est Mais je pense telle qu'il y a beauté et charisme. un peu de ça. Tu vois, Ellie Etwell, c'est une très bonne actrice et c'est une personne très intéressante. De à écouter télé en au interview, final, mais une actrice de télé quoi. Ouais, elle a Alors- plus le côté jeune première, tandis que j'aime pas mettre de femmes en comparaison. Mais quand tu regardes une interview de Rebecca Ferguson, tu vois vraiment l'archétype un peu de la femme fatale, mais avec un côté un peu nonchalant, un côté un peu chat noir. Enfin, elle a quand même une sorte de charisme bien à elle qui correspond à certains, là encore, archétypes. Mets-moi une balle entre les deux yeux, si je me répète. Tandis que Ellie Etwell, elle a ce côté plus jeune première, plus réservé, et c'est pas du tout un défaut ou quoi au caisse, mais de fait, ça se répercute dans ce qu'elle peut représenter quelquefois à l'écran. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de devoir les mettre en opposition, mais on parle des Bond girls et des cunt girls, tu vois, où forcément Leur emploi dans les franchises, en fait, c'est des personnages t'oblige à les secondaires mettre et il en peut y en comparaison. avoir qu'une. Tu Ouais. vois, il faut absolument qu'il y en ait qu'une. Tu vois, dans les Bonds, il y en a deux la plupart du temps. Il y a l'espionne qui va le trahir ou quelque chose comme ça. Et il y a la sainte, quoi, qui est toujours James, non, James, reviens, James. Ah, t'as Eve et Lilith, quoi. T'en as une qui est free spirit et l'autre qui est docile. Je croyais que c'était un nom de Bond girl. Non, c'est vrai. Eve Lilith. Ce serait joli, cela dit. Il y a bien Pussy Galore, hein, je veux dire. Ah, Et elle est lesbienne. terrible. Mais elle couche avec Bond quand même. Parce qu'il la pousse et qu'il la met dans un tas de foin. C'est un viol. Et après, il l'attrape. Et après, elle est amoureuse de lui. Alors qu'elle était lesbienne juste avant. Ok. Qu'est-ce qu'on allait faire? Partir à la retraite? Pêcher la truite? C'est ma mission. Je sais que je suis né pour faire ça. Luther, je peux pas. T'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, mon frère. Je sais. Je t'assure. Je suis exactement là où je veux être. Ethan se fait attraper par les gars de Gabriel. C'est que de la douleur, dit-il avant de se faire torturer. On a une vieille amie qui fait son apparition, puisque la patte de lapin est de retour. Et on apprend enfin J'ai tellement ce pensé à qu'était toi. la patte de lapin. Et la patte de lapin, en fait, c'est un MacGuffin. C'est toujours, ça n'a rien changé. C'était déjà un MacGuffin. Ouais, mais là, Attention. maintenant, c'est de nouveau un MacGuffin. Et c'est l'anti-dieu, voilà. Non, c'est le code source C'est le code source. à l'origine de l'entité. Voilà. Et pourquoi est-ce que Philip Seymour Hoffman voulait le code source de l'entité alors que l'entité n'existait même pas? Bah, parce que c'était pas l'entité, c'est juste un truc qui a été réécrit sur le tard, Voilà. tu vois. Ouais. Moi, si je peux rebondir très rapidement sur le sujet, donc effectivement, t'apprends que c'est pas l'arme biologique promis, alors là, pour le coup, c'était très logique que Philip Seymour Hoffman cherche à mettre la main dessus. Mais non, donc t'apprends que c'est ce fameux code source qui aujourd'hui rend possible l'antagoniste principal, final, boss de fin du game, tout ce que tu veux. Il l'avait mis dans la bande-annonce, la Ouais. patte de lapin, comme si Oui. ça allait faire venir des gens. Mais parce que c'était le seul MacGuffin qui n'avait pas été exploité jusqu'au bout. Alors oui, d'accord, certains y voient l'occasion de donner suite à une porte qui était laissée ouverte. Moi, je veux bien. En attendant, ce racolage narratif, il flirte davantage avec le bout de ficelle que la décision réfléchie. C'est-à-dire que
l'existence même du personnage de Gabriel, de base, on en parlait tout à l'heure. Gabriel. L'individu étroitement lié au passé de Ethan Hunt, introduit pour la première fois comme ça sur un cheveu sur la soupe, lors de l'opus précédent, qui était déjà quand même très très limité au point de vue, au département de l'opportunisme. Il tue Rebecca scénaristique. Ferguson en plus. Oui, non mais c'est ça, l'opportunisme mal avisé, des trucs comme ça, un bout de C'est qui ficelle, ce mec? pourquoi Parce pas. que c'est qui cet acteur? Parce que je trouve qu'il fait un peu pub pour des montres, justement, tu sais, pub pour les costumes. Mais par contre, il fait bien ses cascades. Oui. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Il est impressionnant au niveau des cascades. Mais c'est vrai que lui, en tant que tel, je trouve pas qu'il ait, je sais pas, un faciès mémorable ou. Il s'appelle Esai Morales, pardon. Ouais, il est pas, voilà, il me gêne pas plus que ça, mais C'est un second couteau. voilà, disons que si on doit classer les méchants, je pense pas forcément à lui, je pense plus à. Bah, si tu veux faire le comparo, tu prends le personnage de Rami Malek, là, dans No Time to Die, c'est les mêmes gars. Hein. Ouais. Ils ont été, là encore, posés comme ça dans le film, pour donner, soi-disant, un antagoniste, une motivation, ou quoi au caisse. En fait, l'antagoniste lui-même, c'est un MacGuffin limite. C'est juste pour créer un passé. Voilà, enfin. Ouais. Il sert à... Fun fact, d'ailleurs, c'est Nicolas Hoult qui devait avoir le rôle à la base. Mais finalement, il a dû abandonner. Ça aurait été plus sympa. Bah, ça, c'est sûr. Ouais. Bah, en tout cas, Nicolas Hoult, il a quand même ce côté un peu plus marquant que ce brave acteur, qui, oui, d'un point de vue physique, effectivement, il fonctionne très bien dans le film, parce que c'est lui qui réalise ses cascades, il est bien. Dans les avions, c'est impressionnant, hein, ce qu'il fait. Parce que Tom, on a l'habitude. Mais quand il y a un mec qui arrive à faire la même chose, tu vois, comme Henry Cavill avait réussi aussi à faire pas mal de cascades lui-même, faut le dire quand même, c'est impressionnant. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que il n'a pas la même présence émotionnelle et psychologique que physique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je sais pas toi, mais à aucun moment, non seulement j'y crois, à aucun moment il m'effraie ou m'angoisse ou il est un peu cartoonesque. Me suscite quoi que ce soit, au demeurant si ce n'est de l'ennui à la très grande limite. Il est un peu cartoonesque, il ricane, il est pas... Ouais. Et puis tu sens que c'est un personnage qui a été créé sur le tard, voilà, sans être particulièrement fouillé, qui... Là encore, un peu comme les Bond girls, les cunt girls, comme tu les appelles, il a été uniquement créé en fait dans le but de servir les intérêts enfin pas les intérêts, mais en tout cas les motivations du personnage principal. C'est pas un personnage que tu vois exister en dehors de sa relation avec le protagoniste. Et ça déjà, pour moi, c'est non. Ce film a un côté fanfiction, je trouve. Ah mais on raccroche tous les wagons. Avec l'histoire de la patte de lapin, c'est en fait tu crées des ponts narratifs, mais qui sont maladroitement érigés au possible, juste dans le but de relier tous les volets entre eux et d'homogénéiser en fait la franchise dans son ensemble. Mais le problème, c'est que ça en affaiblit en fait drastiquement les forces et les intérêts, parce que là encore, jusque présent, Mission Impossible, ça avait ce côté un peu individuel. Chaque opus, c'était littéralement un volet à soi, avec alors au début un réalisateur unique qui revenait pas par la suite. Ensuite, ça a changé avec Macquarie, mais chaque opus avait sa direction artistique, sa direction narrative, son intrigue, et c'était un peu des petites capsules comme ça que tu pouvais effectivement mettre en relation les unes avec les autres, mais que tu pouvais aussi consommer, entre grosses guillemets, comme tel. Tandis que là, on essaye de te faire croire que en fait, tout était prévu, tout était écrit. D'ailleurs, ça, ils te le redisent 15 000, 30 fois dans le film, au cas où t'aurais pas compris. C'était écrit depuis le début, tu comprends ? Il y a que le deuxième film qui a quasiment pas de référence, mais sinon, tous les autres, il y a un lien avec quasiment tous les films, en fait. Ouais. Parce que là, du coup, on te dit que voilà, Gabriel, en fait, il était là dans l'ombre depuis le début, donc avant même le premier Mission Impossible, et ensuite tu te retrouves exactement comme le personnage de Franz Oberhauser dans James Bond. Voilà, tous les antagonistes étaient liés entre eux. Franz Oberhauser ? C'est le frère, le fameux. Quoi, Blofeld ? Oui. Bah, appelle-le Blofeld. Bah, je sais pas, son blast, c'est Oberhauser. Bah, c'est Blofeld. Le personnage de Christopher Waltz, quoi. Ouais, c'est son faux nom. Enfin, mais non, c'est son vrai nom de base. Ouais, mais Blofeld, quoi, c'est le. Mais je l'avais plus. C'est le pire ennemi de James Bond. Enfin. Toujours est-il qu'on essaie désespérément de te convaincre que, en fait, bon, bah voilà, tout est lié depuis le début. Mais pardon, alors non seulement le spectateur, il est pas dupe, mais dans le cas de Mission Impossible, c'est antithétique. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, non, mais c'est vrai que Gabriel et Franz Beckenbauer, c'est la même chose, quoi. Ouais, oui, hein. Tu m'emmerdes. Non, c'est trop gros pour passer, je suis désolée. Et... That's what she said. Non. Ah non. 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 Appuie sur un bouton là, c'est pas parce que tu parles que t'es intelligent. Terrible.
À cause d'Ethan, l'entité a vu le jour parce qu'il voulait sauver sa femme, en fait. Voilà, on revient à la base du 3, hein, c'est dans le 3 qui, elle, on la revoit pas, par contre. Je m'attendais justement à ce qu'il y ait un moment où il y a une intelligence artificielle qui la tue, ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Pourquoi il y a des gens qui se battent pour l'entité, pour détruire le monde? Pourquoi? C'est quoi leur but? On est censé croire comme ça qu'il y a des gens qui sont juste méchants à 200% et qui veulent juste se battre pour une entité, pour la destruction du monde. Et c'est des gens sans nom comme ça. Non, en fait, ça c'est un défaut de la franchise et de Tom Cruise en règle générale pour le coup, à chercher toujours ce côté dichotomique où t'as d'un côté les super sympas et d'un côté les super méchants. Mais là, c'est très très méchant quand même, ces mecs-là. Ça rigole pas, quoi. En fait, là où j'arrivais à trouver une certaine crédibilité dans le truc, c'est pas nécessairement de penser justement aux gros apologistes de l'entité, mais plutôt aux petites gens en fait qui savent pas forcément ce qui se passe, sinon si ce n'est que il y a un truc à débarquer qui peut potentiellement servir leurs intérêts du quotidien et pourquoi pas leur faciliter la vie. Et dans le message du début, la présidente dit clairement, il y a des gens qui ont décidé de rejoindre l'entité pour détruire le monde. Je crois qu'elle dit un truc dans le genre. Je sais que voilà, il y a des groupes terroristes partout, mais là, ça fait quand même. Apparemment, ils essaient limite de dire que c'est 1/5 de la population ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont décidé de suivre l'entité. Et j'ai eu un peu de mal à y croire, quoi, tout simplement. Il y a eu un moment où il y avait un gars qui était dans la salle avec la présidente et qui sort son arme et tout. Et ça, il y a tellement de plans sur lui pour nous montrer que ce mec-là, il est important, il va faire quelque chose. Et quand il sort son arme, tu fais, bon, bah, c'était juste un gars qui avait une arme. Ils sont pas vraiment allés à fond dans ce concept. Si tu as un concept vraiment qu'il y a autant de terroristes qui sont capables de tuer tout le monde pour une entité qui n'existe pas, qui est une intelligence artificielle, à ce moment-là, à la fin du film, il y a au moins un moment où on dit, bon, on a arrêté tous les gars... Parce que là, à la fin, il y a encore plein de terroristes à travers le monde. Oui, non, mais bien sûr. La grosse faiblesse, de toute façon, de ces deux derniers opus, et de celui-ci plus particulièrement, c'est que cette histoire d'entité, ça tient pas la route, parce que c'est un faux antagoniste. On te vend un truc qui est soi-disant un anti-dieu, plus ou moins omniscient, en fait. Parce qu'en plus, dans la société actuelle, où justement tout est numérique, tout le monde est dépendant à Internet et au virtuel, ça ne peut qu'être partout, tout le temps, en toutes circonstances. Il y avait les moyens d'en faire un truc très sympa, mais alors déjà, je pense que ça aurait pris beaucoup trop de pouvoir cérébral en règle générale. Mission Impossible, ça a jamais été une saga qui te fait réfléchir. C'est pas. Non, mais c'est pour ça, là, ils essaient avec beaucoup de blabla. Moi, j'ai eu du mal avec on va dire, le premier tiers du film, qui est trop long. D'ailleurs, le film en général, voilà, ouais. S'il y a un truc à dire sur le film, c'est qu'il est trop long. Parce que là, on arrive à la 23e minute et il y a le générique, quoi. Et tu te dis quand même, ça fait beaucoup. Je crois justement, c'est dans Spectre ou quelque chose comme ça aussi, où le générique met très longtemps à arriver. Je sais plus si c'est Spectre. Ils arrivent plus vraiment à commencer un film simplement. Surtout qu'en plus, avant le générique, c'était... il arrivait à la fin du premier acte, ou en tout cas à la fin de l'exposition principale, et puis après, tu savais que c'était l'action qui débutait. Mais là, il y a un truc qui traîne en longueur, tu sais pas pourquoi le générique débarque, probablement parce qu'ils se sont dit, il faut quand même le mettre à un moment ou à un autre. Pour finir très rapidement sur l'entité, en fait, le problème avec cet antagoniste-là et ce Mission Impossible aussi, c'est qu'en fait, t'as l'impression que c'est la Fast and Furiosisation de Mission Impossible. Il faut toujours que t'aies un truc qui soit dans la surenchère. Il faut toujours que ce soit plus gros, plus fort, plus menaçant, plus dangereux, plus... On s'est plaint dans le dernier film que la cascade n'était pas assez impressionnante. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'elle était mal faite. Non, mais on s'est tous dit, oh, mais c'est pas le Burj Khalifa, c'est pas ci, c'est pas ça. Ouais, mais mettre la surenchère dans le visuel, à la limite, c'est pas compliqué dans la mesure où c'est là-dessus que repose l'ADN de Mission Impossible. Et commencer à vouloir chercher des élucubrations, des trucs bien spécifiques, commencer à vouloir chercher des noises au niveau de l'antagoniste, commencer à vouloir, soi-disant, avoir un truc super menaçant, super fouillé, alors que depuis le début, bon, c'est pas les antagonistes les plus mémorables dans Mission Impossible. C'est pas ça dont tu te souviens. C'est qui l'antagoniste dans celui où il monte sur le Burj Khalifa? Tu t'en souviens? C'est pas l'autre qui se fait arrêter, qui est dans le film d'après, là? Il y en a un qui se fait arrêter et qui... Non, c'est dans... Je sais plus. Comment il s'appelait, lui, d'ailleurs?
En plus, c'est ce que tu viens de dire concrètement. Mis à part Philip Seymour Hoffman, tous les antagonistes, ils sont oubliables et interchangeables. Tu sais Je dirais que Jim Phelps, c'est correspond à marquant quoi. quand même. Ouais, oui, à la limite, parce que t'as le côté trahison. Ouais, son mentor avec sa fille et tout, il y a une vraie histoire quand même. T'as un côté narratif qui est quand même plus convenu, puis c'était quand même le film de Palma, donc il y avait quand même un peu plus d'attention apportée au script et à la réalisation, au personnage, à l'exécution, à la note d'intention. Mais sinon, après, ça s'efface, parce que là encore, et je vais le dire une dernière fois, Mission Impossible, c'est des bouts de scénario sur des feuilles volantes qui sont raccrochés les uns aux autres. C'est conçu à la base scène d'action par scène d'action, spectaculaire par spectaculaire, événementiel par événementiel, et tu brodes autour. Et à la fin, t'arrives à un truc digeste que tu passes en salle et les gens ils vont les voir et ils sont contents. Et... T'attends pas du grand spectacle avec Mission Impossible, tu t'attends pas à un grand moment de cinéma, tu vois. Ah, quand même. Non, mais sur le point de vue... comme quand tu regardes un film de Buster Keaton, tu vois, t'es impressionné, tu regardes, tu t'en souviens. J'ai regardé pas pour le scénario, c'est ça que je te dis. Ah non, c'est clair. Ouais. J'ai regardé Sherlock Junior de Buster Keaton et tu te dis, mais c'est un truc de malade. Le mec, c'était il y a 100 ans, quoi. Non, mais bien sûr. Et tu vois ce qu'il fait et tu te dis lui, il touchait pas 120 millions quand il faisait ses cascades, Buster Keaton. Je crois qu'il a fini, pas pauvre, mais il a fini un peu pas riche en tout cas, Buster Keaton. Et ouais, si vous voulez voir des cascades, c'est ça. Hein, je pense que. Mais il y a deux, trois petits moments que j'aime bien quand même au début. Il y a toute une scène d'action qu'on voit pas. C'est Grace qui regarde la scène d'action et on voit pas ce qui se passe. Et ensuite, Tom réapparaît en sang avec le sang de ses ennemis et tu sens qu'il a pris les marteaux et les outils et il a tué des mecs. Ça m'avait un peu surprise d'ailleurs de le voir couvert de sang en te faisant bien comprendre qu'il a tué des mecs avec des marteaux. Parce que depuis le début, on te le vend comme le bon gars. Et bon, c'est Tom Cruise, donc c'est quand même très aseptisé d'un point de vue moral. Alors là, faut pas faire des choses méchantes, faut pas tuer. Voilà, quand tu peux faire autrement, tu le fais pas. Et là, justement, j'étais genre, tiens, ok, pourquoi pas. Et c'est à ce moment-là, dans le film, où je me suis dit, peut-être qu'en fait, le film sera mieux que ce à quoi je m'attends. Peut-être que je vais être vraiment surprise, peut-être qu'ils vont... Bon, non, finalement. Alors après, j'ai quand même une doléance avec la scène... Voilà, le fait que tout soit hors champ et qu'il y ait un côté un peu cartoonesque juste après non mais il faut vraiment qu'on y aille. Ouais, non, j'aime bien parce que c'est un truc qu'on voit pas d'habitude dans Mission Impossible. D'habitude, on voit justement, on a toujours des plans sur Ethan, c'est toujours Ethan le centre du truc. Mais là, on peut pas le montrer en train de faire ce genre de truc. On peut pas le montrer, voilà. Ah, et ça, j'ai bien aimé. Ça change un petit peu de temps en temps de tenter des nouvelles choses, quoi. Mais même la scène, elle est, tu vois, Ethan Hunt, c'est un personnage où on te le met tout le temps, c'est le seul gars debout envers et contre tout, c'est l'adversité, ça le connaît, c'est limite sa zone de confort. Et le fait d'avoir justement cette scène de bondage que tu peux retrouver dans à peu près tous les Missions Impossibles, d'ailleurs, je pense qu'il aime bien ça, où il est en train de convaincre justement un peu cette espèce de personnage féminin qui est soit un love interest, soit peut-être sa succession, on sait pas trop, machin, gna gna. Il a genre, de survivre. C'est que de la douleur, t'inquiète. J'étais genre, ouais. Ok, c'est sympa, parce que tu vois qu'en fait, le mec, là, il fait pas le gros muscle à se dire, t'inquiète, on va s'en sortir, je vais trouver une solution, machin. Non, ça va faire mal, et tu vas endurer, et encaisse, parce que c'est tout ce que tu peux faire pour le moment. Désolé, girl. C'est pas la première fois qu'il est attaché, qu'il y a une femme attachée pas loin et qui est menacée. Non, c'est ce que je te dis, c'est un truc qui est assez récurrent dans la saga. Mais c'est un truc qui est assez récurrent dans sa filmographie tout court. C'était plutôt bienvenu, pour le coup. Votre véritable nom, c'est Jim Phelps. Comme votre père. Il était à la CIA, lui aussi. Il a disparu quand vous aviez 7 ans. Vous avez rejoint l'agence pour comprendre et vous avez appris qu'il avait des soucis avec la justice. Le choix lui avait été donné. Rejoindre Mission Impossible. Ou passer le reste de sa vie en prison. Ethan se connecte à l'entité dans une boîte qui veut lui laver le cerveau ou lui lire les souvenirs. Ou je suis pas sûr de ce qu'elle faisait. Il voit la destruction de la Terre, en fait. Voilà, l'entité essaie de lui retourner le cerveau, tout simplement. Et Luther est la cible principale. Donc Ethan court enfin, après 30 minutes. Il court tout seul dans Londres, comme ça. C'est plutôt stylé, d'ailleurs, hein. Et tu sens quand même des fois le cahier des charges. Scène de bondage, check. Scène de course, check. Scène sur un avion, check. Bombe, désamorçage de bombe. Désamorçage de bombe, check. Moment sous l'eau, check. Donc tout tourne vraiment autour d'Ethan, qui est clairement un super-héros à ce niveau-là. On dirait une Marie-Sou, hein, d'ailleurs. On dirait que c'est Tom Cruise qui a écrit ça. C'est Jésus-Christ.
C'est Jésus Cruz. Et donc Luther doit désamorcer la bombe et se sacrifier. Et c'était le seul membre de l'équipe qui était là depuis le début. Il était là dès le premier film. Continue à tuer l'équipe, hein, c'est ouf. Donc voilà, Luther est mort. Very sad. Anyway. Ouais. Et Tom court à nouveau, mais cette fois il est triste. Mm. Donc c'est une course triste cette fois. C'est dommage d'avoir... En fait, Il fallait bien qu'il y en ait un qui meure. Ça, j'entends. C'est obligatoire. Déjà, ça aurait dû être Ils ont décidé que Ethan Hunt ne pouvait pas mourir. Ouais, mais ça aurait dû être lui. Ils ont fait l'inverse de Bond. Et peut-être que je me dis justement, si Bond n'était pas mort dans son film, peut-être qu'Ethan Hunt serait mort dans le sien. Il voulait pas répéter la même chose parce que tu vois, James Bond, il est mort en se prenant des missiles nucléaires dans la tronche plus un virus, tu vois, il avait la totale. J'aurais très bien pu voir Ethan Hunt mourir de la même J'adore comment façon. Daniel Craig il s'est assuré que la plot armor de son personnage elle soit morte, Ouais. désassemblée. Ouais, je pense pas que c'était lui, mais Si, il me semble que justement dans le contrat il était indiqué que la mort de son personnage ne pouvait pas laisser de doute et qu'il était impossible qu'il revienne. Daniel Craig, il commence à être vieux, quoi. Ça faisait 15 fois qu'il disait qu'il en avait marre du personnage, qu'il en pouvait plus, que ça le Il commence à gonflait. être vieux. Bref, retournons. Bref, oui. C'est dommage d'avoir voulu faire une scène parce que c'est clairement la séquence émotion du film et tu la regardes avec une indifférence. Ils nous ressortent un phénoménale. speech de Luther à la fin du Ouais. film. C'est lui qui clôt l'histoire, limite à la fin, avec une voix off. Je pense que Benji aurait plus d'impact. Bien sûr. Sans compter que normalement Benji c'est un peu le comic relief, enfin un peu beaucoup même carrément. Ça sert son personnage et là pour le coup dans ce film-là ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça aurait été beaucoup plus cohérent de le tuer. Après là où ils étaient obligés de faire mourir Luther, c'est que l'entité c'est un truc numérique et le truc de Luther c'est le numérique. Donc il fallait se débarrasser du personnage qui aurait potentiellement pu aider un peu trop facilement, un peu trop rapidement. Ça me fait toujours rire que comprends, mais Luther chiant, quoi. soit le plus grand hacker de l'histoire qu'il a créé. Là, il a créé au moins 3 trucs différents qui sont des trucs que personne d'autre n'a jamais fait. Il a Disque inventé... dur en 5D. Ah ouais, mais c'est Morpheus Ouais. Wallace, quoi, tu vois. Chez Wiggum, que j'aime bien comme acteur, on apprend que c'est le fils de Jim Phelps. Donc là, encore une fois... Allez, on raccroche. Ouais, c'est, tu sais... Ah, ton deuxième prénom, c'est Robin? Ah, mais tu devrais t'appeler Robin. Bah, c'est ça. Voilà, c'est The Dark Knight Rises à la fin. Ouais. C'est exactement le même genre de truc, le petit clin d'œil pour les fans. Ouais, mais non, c'est de l'opportunisme Et mal c'est avisé, c'est dommage même plus du parce- fanservice. C'est dommage parce qu'il y aurait pu y avoir une bonne histoire derrière tout ça. Le fait que lui, il est flic et qu'il est pas mauvais comme son père, il a juste une dent contre lui. Il y avait un truc à faire. J'aime aussi le côté les flics qui arrivent toujours en retard, ça j'aime bien, qui sont toujours un train en retard. C'est toujours drôle de les voir comme ça, un petit peu comme dans La Panthère Rose ou un truc dans le genre. Et j'aime bien cet acteur qui a joué avec les Coen, qui a joué dans Boardwalk Empire, qui a joué vraiment le mec, il a un beau CV. Il a une des plus belles morts au cinéma dans Kong Skull Island d'ailleurs au passage. Dommage de pas avoir. En fait, cette histoire aurait mérité son propre film, vraiment, si on y va à fond. Le fils de Jim Phelps, voilà, si tu veux vraiment le faire. Ouais, protagoniste contre protagoniste, question de divergence de point de vue, conflit d'intérêts, guerre psychologique, etc. Ça aurait Tu été prends très un sympathique. acteur qui est un cascadeur comme Tom Cruise, un mec qui a un plus grand nom que j'aime bien chez Wiggum, mais tu vois vraiment prendre un nom. Non, justement, c'est sympa d'avoir un, entre très très grosses guillemets, un nobody. Ouais. Parce que justement, t'as ce déséquilibre justement de pouvoir, de faciès, de tout ce que tu veux. Et ça aurait pu ajouter une petite dimension sympathique à leur dynamique interpersonnelle. Il ressemble pas à Angelina Jolie en Non. tout cas. Non. Non. Bah écoute, Il a pas gagné à la loterie John Voight génétique. n'a pas tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, puis en plus, c'est cette conversation des enfers où en fait ton seul argument c'est il faut que tu fasses ça parce que c'est le dernier truc auquel l'entité peut penser. Non, c'est un non-argument. T'essaies désespérément de faire avancer ton scénario et de le dérouler à la vitesse de la lumière pour arriver aux scènes d'action. Mais non, un minimum, Ah non, quoi. justement, moi je trouve que c'est l'inverse. Ils passent leur temps à étirer le plot le plus long. Oui, mais c'est ça, en fait, le Il- gros paradoxe de ce film. Tout le monde discute pour rien. 1h20 avant la première vraie scène d'action dans ce film. Oui, bien sûr. La vraie scène d'action assez longue, je veux dire. Mais 1h20, donc là, tu peux pas me dire qu'ils essaient de rusher jusqu'à... Non, je me suis mal exprimée. Pas rusher pour arriver plus rapidement aux scènes d'action, mais comment dire? Non, ils font du Vraiment blabla qui n'a passer- aucun sens. Oui, voilà, passer très rapidement. Ouais, au contraire, sur je quelque trouve chose, qu'ils sans fouiller. ils étirent les choses en faisant du blabla qui n'a aucun sens, du technobabble, comme on dit là-bas. Et je trouve que c'est très étiré. Le film aurait mérité de faire mais au moins 30-40 minutes de moins. Oh, plus. Et franchement,
c'est presque que à cause du blabla, parce que les scènes d'action sont toujours très bien dans les Missions Impossibles. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est surtout que là, c'est un blabla qui est mal exploité. C'est un faux... C'est du vide. C'est-à-dire que personne ne se dit rien. Personne ne se dit rien de concret. Ils se répètent tous les mêmes choses. Toujours, ça revient autour d'Ethan Hunt. Ça revient au fait qu'il y a les ogives nucléaires qui vont être lancées. On se conforte dans des lieux communs, dans de la surexposition, de l'exposition, d'exposition. Non, mais il y a toutes les scènes avec les militaires, mais je te jure, là, la présidente et les militaires, là, en plus, ils ont été nous choper des gueules. Hein. Ils ont été nous choper du Nico. Bien sûr, j'ai vu les Nico Ferman, du Mark Gatiss. Il y a qui d'autre? Le gars de Mindhunter, comment il s'appelle? Il y a l'actrice de Ted Lasso. Il y a l'acteur de Sévérance. Il y a un des acteurs de Mindhunter. Là, pour le coup, ils ont vraiment... Qui, lui, pour le coup, parle très bien français. Et tu vois l'amour de Tom Cruise pour la télé, encore une fois. Le cast secondaire des... allez, Whitwell, c'est quelqu'un qui vient de la télé aussi. Hein. Le cast secondaire, c'est souvent des gens de la télé. Là, t'as quand même... t'as Mark Gatiss, qui est carrément une des gueules les plus connues de la télé anglaise, tu vois. Nico Ferman... qui est lui, tout le monde le connaît maintenant, Nico Ferman. Il a été dans tellement de projets que c'est un gars, il a une gueule, on le reconnaît. D'ailleurs, il a une des pires morts dans le film. Tu parlais de Marion Cotillard tout à l'heure, il a la mort à la Marion Cotillard. Là, il fait... Ouais. Il s'endort, en fait. On n'a pas le temps, allez. C'est pas qu'il meurt, c'est qu'il s'endort. Coupez, elle est bonne. On la garde. Une fois à l'intérieur, une fois qu'elle se croira à l'abri, l'entité procédera au tir nucléaire. On devra déconnecter ce disque optique juste avant. Combien de temps on a? Environ 100 millièmes de seconde. Disons un clin d'œil. Bill Donlow est de retour et là le public perd la tête complètement. Il y a des gens qui se mettent à poil dans la salle, ça hurle, le champagne est sabré. C'est encore plus que No Way Home quand Tobey Maguire a débarqué. C'est vraiment là, c'est Bill Donlow est de retour. Il a la chiasse depuis les années 90. Ça aurait été un bon clin d'œil de dire qu'il est malade depuis 1990 parce qu'il a été empoisonné par Ethan Hunt. Ouais. Et on a quand même réussi à conclure son arc en disant « Tu sais quoi, Ethan, c'est une bonne chose que tu m'aies couillé dans le premier. » Merci d'avoir ruiné ma vie, Ethan Hunt. Parce que sans ça, j'aurais jamais pu avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Ma femme, mon travail, mes chiens, mes glaçons. J'ai une femme et j'ai froid. Incroyable. Ouais. Donc il est marié à une locale maintenant et il perd sa maison en plus à cause de Benji. Hein. Bien sûr. Mais j'ai cru qu'il allait mourir d'ailleurs. Bah oui, c'est vrai que c'est le genre de personnage, lui non. et sa femme, qui pourraient être sacrifiés. Mais 2 fois, ils ont essayé de le sacrifier. La première fois, quand l'entrepôt prend feu, enfin son bureau, son truc là. Et ensuite, justement, avec cette histoire de bombe, où là encore, t'as une lâcheté incroyable scénaristique. Personne ne meurt là. Faire mourir personne. Ouais, il n'y a personne qui meurt dans cette dernière scène. Ça n'a aucun sens. Moi, je comprends hein, c'est cette tendance au positivisme, à se vouloir dire ouais, bon voilà, t'as Jésus dans le film, alors forcément, il sauve tout le monde parce que c'est Jésus, tu vois. Mais à un moment donné... Non, investis le truc jusqu'au bout, quoi. Je demande pas des tueries gratuites, mais si tu me poses des personnages qui n'ont aucun intérêt narratif, qui n'ont pas été construits, fouillés, ou quoi ou qu'est-ce, et qu'en plus de ça, tu me forces à les garder jusqu'au bout, alors que leur mort aurait pu être le seul truc utile de leur apparition, en fait, j'en perds mes mots. J'ai aucun problème avec le retour de ce mec, même si personne ne l'avait demandé ou quoi que ce soit. Oh, on l'avait pré-shot. Hein. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse avec son personnage, c'est que c'est rare que dans l'équipe, il y ait des gens un peu normaux. Juste un couple qui vit comme ça dans les bois. Ils sont pas forcément connectés à tout ce qui se passe dans l'espionnage, dans la politique. Et donc, c'est vrai que ça a apporté un truc un peu plus intéressant. Je trouve que par exemple, le nouveau membre du groupe qui n'apporte absolument rien, eux, au moins, ils ont un peu... Il y a quelque chose, il y a quelque chose d'émotionnel. Je suis pas du genre à me dire qu'un personnage doit forcément mourir s'il est ajouté dans un film, mais... Non, mais je veux dire, quand t'as des coquilles vides pareilles à un moment donné et que tu les mets dans des situations périlleuses, si tu veux faire monter un petit peu la sauce, si tu veux vouloir engager ton spectateur, tu les fais mourir, c'est normal. L'acteur était pas mal, j'aime bien, moi, je trouve... Oui. Il a failli refuser... Enfin, pas refuser non, mais en tout cas, quand Macquarie l'avait approché la première fois en lui disant « Ouais, est-ce que tu peux revenir et tout », le gars, il avait dit « Bah, tu te fous de ma gueule, en fait. » Tu sais qu'il faisait la voix du narrateur des Teletubbies en anglais. Hein ? Ouais. Ok. Cet acteur. D'accord. Bon, ok. Toujours est-il qu'il avait des doutes
Parce qu'il se disait que ouais, c'était un truc de fanservice, puis en plus il y croyait pas vraiment, il pensait qu'on se foutait un peu de sa tronche. Et finalement, Macquarie il a dit non, ton personnage il va vraiment revenir, et puis il va vraiment avoir une place, il va avoir un tournant en fait, il va avoir une place très importante dans le scénario, et c'est ça qui l'a convaincu. Et du coup, il était très content. Tu vois, si je devais penser à un autre méchant vraiment marquant en dehors de Philip Seymour Hoffman, c'est Keith Ridge pour moi. Je trouve que dès qu'il est dans une scène, il est juste génial. Il a un truc, quoi. C'est vraiment un mec qui a l'air tellement désagréable, mais en même temps, il est très efficace. Il sait faire son travail. Il y a toujours des zones d'ombre avec lui, et je trouve que c'était une très bonne idée de ramener Keith Ridge. J'aurais même limite aimé que Keith Ridge soit sur toute la saga, que ce soit un personnage récurrent vraiment, parce que dans le gouvernement, c'est souvent « Non, Ethan, on peut pas t'aider », et au final, il y a toujours quelqu'un dans le gouvernement qui va aider Ethan. C'est presque comme ça dans tous les films. Littéralement le président qui est... Alors que Keith Ridge, tu sais qu'il l'aiderait vraiment pas, sauf vraiment dans un cas de force majeure. Et c'est plus intéressant que d'avoir Alec Baldwin qui dit Ethan Hunt, c'est la destinée, c'est la manifestation de la destinée, c'est ça qu'il avait dit. Ouais. Et ouais, donc je préfère Keith Ridge. Keith Ridge, à chaque fois que Keith Ridge était dans une scène, j'étais un peu content. Je trouvais que ça remontait un petit peu le niveau. Puis ce genre de personnage, c'est un peu un cliché, mais moi j'aime bien avoir cette figure, plus particulièrement dans ce genre d'intrigue-là. Vu et revu, pardon. Ouais, mais quand t'as un bon acteur, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne. Quand t'as une bonne gueule comme lui, il a une gueule, il a un truc, quoi. Et en plus, ça marche bien. Enfin, je trouve, j'allais parler d'alchimie avec Tom Cruise, n'allant pas jusque-là, parce qu'ils partagent pas tant de scènes que ça. Il y a un truc intéressant qui se passe quand ils se partagent une scène tous les deux, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'occurrences de ce côté-là. C'est compliqué parce que Ethan, il est souvent dans son coin dans ce film. Il fait ses trucs de son côté. Sans blague. Ouais. Moïse, incroyable. D'ailleurs, on apprend que Ethan fait des mini-siestes dans les avions. Et ça explique beaucoup de choses, en fait, comment il fonctionne. Et j'imagine que, ouais, donc, Ethan, dès qu'il peut faire une sieste, il le fait. Ça va être ça, en fait. Dès qu'il est posé, il se dit, bon, j'ai 5 minutes, allez hop, je fais une petite sieste. Micro-détail pour te rappeler qu'il est humain, j'aime bien. Donc, il saute dans l'océan gelé. Et il se fait intercepter par des hommes grenouilles qui venaient de spawn, là, à ce moment-là, dans le coin. Ils sortent vraiment de nulle part. Ouais. Et voilà, on en est à 1h30 de film, et c'est que du blabla pour l'instant. Il y a un moment donc où Tom décide d'aller se congeler, et ensuite... Franchement, je pense que c'est le gros point faible du film, c'est ces 1h30 là. Si tu arrives à condenser un peu tout ça, tu pourrais avoir un film qui est supérieur au moins au précédent. Tu vois. Le gros souci du film, c'est son parti pris. D'avoir voulu proposer un grand final, d'avoir voulu rendre hommage, d'avoir voulu proposer cette espèce de best-of, voilà, qui va dans la surenchère et puis qui s'attarde pas sur les détails, qui fait des raccourcis, qui fait des non-lieux, qui prend des conventions, qui ne les détourne pas. Enfin, en fait, tout simplement, la proposition de base d'avoir voulu conclure la série avec cette espèce de gros bouquet final, elle marche pas parce qu'il y avait rien qui avait été mis en place précédemment pour justifier ce genre de finalité-là. Bah si, il y avait la patte de lapin quand même. Bah oui. Une porte ouverte, yes, un fil rouge sur lequel il va falloir capitaliser. Grand Dieu. Non mais... Tom, tu te rappelles du mec qui avait la chiasse dans le premier film? On te demande d'avoir J'ai une super idée. Un engagement émotionnel envers un personnage qu'on ne t'a jamais développé. Moi, j'adore Ethan Hunt, mais je l'adore pas pour ce qu'il propose sur le plan psychologique. Tu vois, non, on aime Tom Cruise, voir, on n'aime pas Ethan Hunt, c'est Tom qu'on voit, c'est pas Ethan Hunt. Oui, non, mais c'est la même chose. Quand tu regardes les Bonds, tu vois James Bond, tu vois pas Daniel Craig. À part pour le premier film, la plupart du temps, où il faut un temps d'adaptation avec les Bonds, tu vois, pour avant de les voir. Quand tu penses Ethan Hunt, tu penses plus à Tom Cruise qu'au personnage, en fait. C'est ça le truc. Bien sûr. Puis là, t'as une saga d'action que tu regardes justement pour les prouesses physiques et potentiellement cinématographiques qui vont être réalisées. Tu ne le regardes pas parce que tu as envie de passer du temps avec le personnage, pas du tout. Il est impressionnant, mais il n'est pas attachant. Il y a une petite phrase d'Ethan qui m'a fait rire. Tu passes trop de temps sur Internet ? Tu passes trop de temps sur Internet, ça m'a fait rire. Oui, c'est un des rares moments gag qui m'a fait un peu marrer. Ouais. C'est la dernière fois que je vous le demande. Qu'est-ce que cette clé ouvre ? Erika, je vous supplie de me faire confiance. Une dernière fois. Vous aussi, vous pouvez me faire confiance. Quand ce chrono va s'arrêter d'ici 72 heures, je vais appuyer sur ce bouton et c'est vous qui en porterez la responsabilité. Grace fait du traîneau. Ouais, elle est en side quest. Et Tom, ouais, elle est en side quest dans le traîneau. Et Tom, il est dans le sous-marin. Et donc, ouais, il ouvre une vanne et on passe en IMAX. Le masque qu'il a, Tom, c'est une sorte de loop zoom un peu.
Et ça fait ressortir tout le grand nez de Tom Cruise, tu sais. Il a limite une tête de cheval. C'est limite BoJack Horseman quand tu le vois avec ce masque-là. Et ça m'a vraiment fait rire parce que c'est n'importe qui d'autre aurait une tête de con avec un zoom en plein sur sa tronche comme ça, tu vois. Il y a qu'à voir Inland Empire, tu vois, où tu vois Laura Dern qui a une tête pas possible. Et ça m'a fait rire parce que il y a plusieurs fois où, en fait, comme tu disais, il essaie pas forcément de se rendre beau, quoi. Pour revenir à Bond, Bond n'aurait pas un masque pareil qui lui donne cette tête-là. Mais parce que, là encore, on est toujours sur le plan physique avec Tom Cruise, ses uniques failles, entre grosses guillemets, c'est celle que lui impose l'univers, tu vois. La gravité déforme son corps, la pression de l'eau déforme son corps. C'est des événements extérieurs, mais lui, il est trop fort, tu vois. La seule chose qui peut le mettre en défaut, c'est littéralement les lois de la gravité. Incroyable. Ouais, ça me rend claustro, donc c'est une bonne idée de la part de Tom. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette scène, le sous-marin qui tourne et qui s'effondre en même temps, les cadavres dont il y en a un qui pointe du doigt, comme dans Invasion of the Body Snatcher, là, il fait ça m'avait plus fait penser à Sunshine, mais oui. Tom qui glisse, qui a froid, qui se retrouve coincé dans une torpille, sous une torpille, pardon. Il utilise enfin la clé, ça y est, elle a enfin un but. Et pas de dialogue, ouais, ça fait du bien parce qu'on a eu 1h30 de monologue sur le vide, quoi. Et là, enfin, il n'y a pas de dialogue. Et là, enfin, on a une vraie cascade originale. Et ouais, ça fait du bien. C'est pour ça qu'on regarde Mission Impossible. C'est pour avoir ce genre de scène. En plus, on passe en IMAX. La scène du tube, alors là, c'était claustro, mais alors là, c'est encore pire quand il est dans le tube, qu'il est obligé d'enlever sa tenue alors qu'il a froid. Ils arrivent toujours à... Ça demande une sacrée suspension de crédulité. Oui. Là, s'il y a bien un truc que j'ai... Ce qui m'agace avec Tom Cruise, c'est que justement, c'est le big boss pour te rendre des trucs impossibles crédibles. Le Burj Khalifa, décoller à flanc d'avion, tout ce que tu veux. Là, c'est une des... Alors, pas une des premières, parce que n'allons pas jusque-là, mais c'est un des moments dans la franchise où t'es là, genre, bon, quand même, s'il te plaît, un minimum. Tu peux tout faire, mais calme-toi. Ça doit pas être facile à jouer, la noyade. Non. Quand tu t'étouffes et que tu meurs comme ça. C'est super dangereux. Ouais. C'est un des rares trucs que tu peux difficilement simuler sans te mettre potentiellement en danger. Donc, Normalement, il doit plus avoir de doigts ou d'orteils, voire même d'autres parties du corps, hein, je pense. Après avoir... Parce que, non, c'est ça qui est intéressant avec Ethan, c'est que logiquement, il devrait au moins prendre 6 mois dans un hôpital pour beaucoup de choses qu'il fait, où tu te dis, normalement, là, tu passes au moins quelques semaines ou quelques mois dans un hôpital. Casino Royale l'avait très bien fait, hein, quand il se fait... c'est pas très agréable, parce que le chiffre lui fait. Et il se retrouve à l'hôpital pendant pas mal de temps. Tom, en tout cas, Ethan, n'a jamais de moment comme ça. Il se pète jamais un bras, en fait, quand tu réfléchis dans les... Non, il se pète jamais, vraiment jamais rien. Tom Cruise lui-même se pète la cheville sur une cascade, son personnage n'a rien. Ouais, il boite. Juste le temps de la scène. Et alors, ensuite, 2 secondes après, il va mieux. Tu as quelques... Alors, peut-être que j'ai juste mal entendu, hein, mais il me semble que dans les scènes suivantes, t'as l'impression qu'il parle un peu du nez pour simuler le fait qu'il ait eu un peu froid et qu'il était un peu enrhumé quand même. C'est la cocaïne. Ça manque quand même un peu de Rebecca Ferguson. Il n'y a même pas en fait de référence. Parce que c'est quand même Gabriel qui tue Ilsa. Et au final, là, pendant tout le film, c'est il faut venger Luther. Et dans le film d'avant, c'était il faut venger Ilsa. Et dans le film d'avant, c'était il faut venger quelqu'un d'autre. Et au final, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il perd une nouvelle personne, il oublie celle qu'il a perdue avant. Il est un peu comme ça. Il est un peu... c'est un peu un poisson rouge, en fait, au niveau émotionnel. Il fait le tour de son bocal et il fait « Ah, merde, j'ai encore perdu un coéquipier. Ah bah, je vais essayer de le venger pendant tout le film et dans le prochain, on verra ce qui se passe. » quoi. Je crois savoir que je vous dois la vie. Je ne sais pas comment me faire pardonner d'avoir gâché la vôtre. Ça, mon ami, c'est une question de point de vue. Si vous n'étiez pas entré dans la chambre forte il y a 30 ans, je serais sûrement encore là-bas. J'aurais peut-être même cru que j'y étais heureux. Je ne serais jamais venu ici, le seul endroit qui m'ait vraiment apporté la paix. Et je n'aurais jamais rencontré la femme que j'aime. Benji se prend une balle. Tom fait une belle cascade roulé-boulé. Il est accroché à un avion. C'est complètement dingue ce qu'il fait. Hein.
Il est trop fort. Le plan séquence de l'avion avec Tom en train de grimper dessus, avec sa jambe qui dépasse. Ça aussi, ils aiment bien le ridiculiser aussi de temps en temps. Ça, c'est ce qui le différencie de Bond aussi, qui est jamais ridiculisé. Lui, il n'hésite pas à avoir l'air con par moment, à glisser, à se casser la gueule. C'est pour rappeler au spectateur qu'il est humain, tu vois, donc ça rend tous ses exploits d'autant plus impressionnants. Parce il que pilote avec le pied. C'est vrai que des fois, tu penses que c'est un super héros. C'est complètement dingue ce qu'il fait dans cette scène. Hein. Il est en apesanteur par moment quand l'avion tourne. On l'avait déjà vu accrocher un avion en train de dire hey, on se retrouve au cinéma, là, tu te rappelles, où il était sur un avion pour faire la pub de je sais plus quel film. Mais là... On l'a aussi vu accrocher un hélicoptère en train de grimper la corde et tout. Mais là, je trouve que c'est encore un niveau... on se plaignait peut-être du manque du côté pas forcément spectaculaire de la grosse cascade du film d'avant. Mais là, je peux pas. Ah non. Là, je peux rien dire là. Bah non. Là, non. T'as c'est deux peut-être couillons même... qui sont suspendus dans un biplan. Alors. C'est peut-être même le truc le plus impressionnant que Tom ait fait, je pense. Factuellement, oui. Ouais. Personnellement, subjectivement, je trouve pas. On la voit pas dans le film, mais il avait une corde. Bah quand même, oui, un minimum. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il est pas forcé. Il a pas forcé. Comment ils ont ils fait étaient quand même un peu harnachés à l'avion. Ouais, j'imagine il y avait un même, pilote qui portait un costume vert pour l'effacer en post-prod. Ouais. Et bon, c'était quand même un peu... Il y avait un peu d'assurance. Hein. Maintenant, oui, on va pas invalider le fait que... C'est le Jackie Chan... occidental, enfin je veux dire, c'est le pire cauchemar des compagnies d'assurance, ce garçon. Personne un jour n'osera lui dire non d'ailleurs. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lui dit putain mais t'as 60 berges, est-ce que tu vas continuer à faire tes cascades, et qu'il te dit content, ah tu me poses la question, bah regarde ce que je vais te faire un truc que j'ai jamais fait avant et qui est encore mieux que tout ce que j'ai fait même quand j'étais dans la force de l'âge. 63 ans. Bon après il avait pas 63 ans pendant le tournage, mais il avait 60 ans révolu quoi. Voilà, il est à la retraite là. Donc enfin la plupart des mecs sont en pré-retraite ou à la retraite à cet âge-là, tu vois, et lui oui. C'est pour ça qu'il retourne au cinéma d'auteur. Je pense qu'il a quand même un peu conscience de ses limites et que là, il voulait partir sur un grand... Là encore, je reprends l'expression, mais un grand bouquet final de... Voilà, tu te contractes sous l'eau, ensuite t'es à flanc de biplan, t'es dans les airs, en apesanteur, comme tu dis. Après, il saute en parachute, le parachute s'enflamme. Guinness... record du monde d'ailleurs du nombre de sauts en parachute enflammés. Un truc incongru, en plus il n'y a que lui pour avoir ce genre de truc. Incroyable. 19, je crois. C'est quand même son 2e record du monde, hein, garçon. Grâce à Mission Impossible, en plus. Tu sais qu'il avait que 12 minutes pour... Mais ça te désensibilise à un moment. Ça te désensibilise pas un peu, toi s'il faisait plus de 12 minutes, il manquait d'oxygène et il pouvait se 12 minutes, comment à chaque fois qu'il tournait un plan, oui. Ils étaient obligés de le faire en 12 minutes. Oui. Ils ne pouvaient pas le faire en plus de 12 minutes parce que sinon, il manquait d'oxygène. Mais bien sûr. Parce que oui, il est quand même haut dans... Tu me dis ça me désensibilise, c'est-à-dire que j'en ai tellement vu des cascades de Tom Cruise que ça me fait plus rien. Non, ça m'a quand même fait. Je suis quand même heureux d'avoir subi 2h30 de blabla et de scènes d'action que j'avais déjà vues dans les films précédents pour au moins cette scène, parce que pour moi, Tom et un avion. C'est fait pour s'entendre. Ouais. Donc t'as bien la sensation d'avoir un peu cette... Tom et les motos aussi, et Tom et les avions et les motos. En fait, voilà. Il est partout de toute façon. Moins la voiture, tu vois. La voiture, je pense pas à Tom Cruise forcément. Non, tu penses à James Bond. Je pense à Bond. Mais par contre, tout ce qui est avion de tous les acteurs, c'est Tom Cruise. Donc t'as un peu la sensation d'avoir grimpé une sorte d'ascension un peu dans... Non, il y a vraiment un côté apogée. Dans l'adrénaline, voilà, le côté apogée, point d'orgue. De qu'est-ce qu'on pourrait faire... Le truc le plus fou qu'on pourrait faire avec Tom, on a déjà tout fait. Hein, on a déjà tout fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On le met dans l'espace ? Ouais, mais c'est pas logique. C'est censé arriver, ça, d'ailleurs. C'est pas logique que Ethan Hunt soit dans l'espace et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tom, c'est quoi ta spécialité ? La stratosphère. C'est les avions. C'est les avions, c'est tout. Et il nous a retourné le cerveau dans Top Gun 2, et là, il le refait encore. Et je suis content d'être resté, même si, franchement... Je l'ai vu en 2 fois le film, j'étais obligé. Normalement, je regarde ça en 1 fois, mais là, j'étais obligé de le regarder en 2 fois. Et je vous conseille de le faire comme ça. Vous regardez jusqu'à la grosse cascade sous l'eau. Vous regardez jusqu'à la fin de cette cascade de ça. Et ensuite, vous regardez le reste du film, comme si c'était 2 films, en fait. Et je peux vous dire que ça passe beaucoup mieux. Et je trouve qu'en même temps, il y a une bonne tension entre le désamorçage d'une énième ogive nucléaire. On en a vu plein. Mais... ça ajoute un peu de piquant. Bon, ça tombe bien qu'il y ait 3 personnes pour couper 3 fils. Hein. À chaque fois, quand tu commences à regarder un petit peu,
toujours... il faut exactement le bon nombre de personnes qu'il y a dans la pièce pour désamorcer la bombe. Mais il y a aussi l'Amérique qui va bombarder ses propres villes, un peu comme dans Avengers. Il y a une montée de tension. Je trouve que Benji, qui s'est fait tirer dessus et qui est maintenant le chef de l'équipe et qui donne des ordres à tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé, moi, tout ce qui est bouquet final. Je pense que quand je vais me souvenir de ce film dans quelques années, je ne penserai vraiment qu'à la scène dans des biplans et ce qui se passait autour, quoi. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait la force des Missions Impossibles, c'est que des années plus tard, tu y repenses et t'oublies que tu t'es fait chier pendant une demi-heure avant qu'il y ait la cascade. Alors force, je sais pas, en tout cas c'est ce qui assure une certaine pérennité sur le long terme, mais ça je crois qu'on l'a dit à chaque opus, c'est que, mis à part justement ces gros tableaux visuels, ces grosses scènes d'action autour desquelles tous les films sont écrits, mis à part ça, on peut jamais tellement se souvenir, voilà, tel film avait tel scénario, tel film avait tel enjeu narratif, telle intrigue, tel conflit d'intérêts, tel conflit personnel, interpersonnel, blablabla. Le premier, tout le monde s'en souvient parce que c'est un vrai truc d'espionnage avec une vraie histoire. C'est un film d'action. On se souvient du 3 parce que Philip Seymour Hoffman et parce que La patte de lapin. Et sinon, les autres, on les place vis-à-vis de leur cascade, quoi. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme ça. Et le 2, on s'en souvient parce qu'on n'a pas envie de s'en souvenir. Le 2, on s'en souvient parce que c'est un ovni, le truc. Ouais, c'est un truc différent. Alors, j'aime pas le regarder, mais j'ai quand même une certaine affection. C'est marrant de voir Tom en vrai... avec les cheveux lents. Ouais, mais un vrai action hero man. Classique, quoi. Un peu plus vraiment badass. Non, là, justement, c'est l'inverse. C'est un action man de cartoon. Le Ethan Hunt du 2 n'a rien à voir avec le Ethan Hunt des autres films, quoi. C'est incroyable. Très drôle. Le changement de ton entre les deux films, c'est formidable, j'adore. Par contre, Ethan, bon, il arrive à connecter le bidule en pleine chute libre, mais il survit parce qu'il y avait un deuxième parachute et enfin... Ça, c'était pas génial. Et de toute façon, même la fin, bon, il fait la paix avec Jim Phelps Jr. Ouais, tout est bien qui finit bien. Il va à Londres, il retrouve son équipe. Personne ne sait qu'ils ont sauvé le monde, comme d'habitude. C'est toujours la même fin. Et ils se séparent. Et tu te dis, c'est la fin ? Parce que là, c'est la même fin que tous les autres films. Tous les autres films finissent avec l'équipe qui se réunit. Et ils se disent, bon, on se retrouvera un jour. Allez, au revoir. Et Tom, il part sur sa moto. Il n'y a même pas essayé d'avoir un petit twist, tu sais, une fin là, Dark Knight Rises pour y revenir, il va voir sa femme ou un truc comme ça, tu vois, essayer d'avoir une fin qui clôt complètement l'arc du personnage. Il pas en dehors là, c'est juste, il a encore sauvé le monde et c'est tout. Ouais. Donc ça veut dire que dans 3-4 ans, il pourrait y avoir un nouveau Mission Impossible alors qu'on nous a vendu que c'était le Final Reckoning. Et je trouve ça... je trouve qu'ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur de le faire. Et là où les brocolis, là où Daniel Craig ont eu raison, c'est que pour que le seul Bond avec un arc, le seul Bond avec une vraie histoire, c'est normal qu'il meure. Et que voilà, c'est pas quelqu'un qui reprenne le flambeau. Ce serait bizarre. Là, je trouve qu'il n'y a pas de fin, quoi. C'est une fin c'est une porte grande ouverte. Et c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Je voulais pas le voir mourir, forcément, mais je voulais une vraie résolution à son arc, qui quitte l'IMF, qu'il quitte l'IMF, qui retrouve sa femme, qui... Je sais pas... C'est ce qui se passe dans le 3. Qui parte boire une bière avec Jim Phelps Jr. Ça se passe dans le 1. Ouais, tu vois, donc il n'y a pas... Tu pouvais pas conclure un arc qui n'existe pas. Tu vois, je vais revenir à ma théorie... que s'ils n'avaient pas tué James Bond, ils auraient osé tuer Ethan. Ils n'ont pas voulu refaire la même chose. Je pense pas. No Time to Die, ça finit avec l'équipe qui boit un verre et qui se rappelle James Bond. Tu sais, il y a Q, il y a M, ils sont un peu Moneypenny, ils sont un peu tous là. Et là, on aurait eu exactement la même fin que No Time to Die si Ethan Hunt était mort. Je suis pas sûre. Déjà, Tom Cruise aurait jamais... Ouais, il veut pas mourir, tu penses vraiment Hunt. C'est comme Stallone, il veut pas que Rocky meure. Ouais. Tu vois, j'essaie de trouver un argument à la question, mais je vais juste me répéter, c'est que Ethan Hunt, c'est pas un personnage qui a pas d'arc à conclure parce qu'il avait pas d'arc tout court. C'est juste une image flambant neuve. Enfin, c'est un fantasme. C'est-à-dire que Mission Impossible, c'est un peu à concevoir comme le monde de tous les possibles pour Tom Cruise. C'est une réalité qui est pas signée alternative, au sein de laquelle il s'imagine et puis il se projette tel qu'il se fantasme.
Et c'est un peu une zone de confort, tu vois, sur le long terme, c'est devenu un sanctuaire, il a son équipe, il bosse avec Macquarie, ils sont d'accord sur tout, en tout cas, Macquarie est obligé d'être d'accord, enfin je sais pas. Mais c'est son havre de paix, Mission Impossible, c'est le truc sur lequel il a la main tout le temps, il est producteur, il a un droit de vie ou de mort sur tout ce qui se passe dans cette saga, enfin... Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent de Mission Impossible que c'est une manifestation ultime de son ego trip, Tom Cruisien, machin, tout ce que tu... Et oui, bien sûr qu'il y a de ça, je dis pas le contraire. Mais personnellement, je vois plutôt la chose comme la matérialisation d'un espèce de rêve de gosse. Parce que bon, j'ai pas envie qu'on joue des violons ou quoi que ce soit, mais Tom Cruise, il s'est pas trop caché du fait qu'il avait un peu une enfance merdique, que voilà, il avait été harcelé parce que dyslexique, que son père lui tapait dessus, machin, gna gna. Et du coup, c'est un gamin qui a toujours cherché en fait à se construire un monde dans lequel il serait vu, accepté, aimé, peut-être idolâtré, ou en tout cas une place à lui, tu vois, un truc qu'il manquait désespérément quand il était gosse. Bon, ça c'était pour la petite séquence mélancolique. On sait où il l'a trouvé, sa place, au final. Oui, je suis désolée. Hein, mais Numéro 2 de l'église, quand même. C'est quand même... par la force des choses, c'est quand même une continuité relativement logique chez ce genre de personnes. Hein. Les sectes, ça attire les gens qui sont un peu fragiles sur certains plans, et c'est pas nouveau. Bon, toujours est-il que Tom Cruise, du coup, en essence, c'est un peu un gamin qui se rêve tueur de dragons. Alors oui, son Ethan Hunt, il est infaillible, il est parfait jusque dans ses imperfections, en plus, parce que il est trop humain, tu comprends, il est trop altruiste, il est trop vif d'esprit. C'est pour ça que, du coup, il s'attire les foudres de tout et n'importe quoi. Il est condamné à la solitude, pas parce que c'est un anti-héros, contrairement à James Bond par moment, mais parce que, en fait, lui seul semble en mesure de percevoir les choses pour ce qu'elles sont, ont été et seront. Et d'ailleurs, ça, on essaie de l'expliquer un peu avec l'entité qui est un anti-dieu. Tom Cruise, c'est le seul à pouvoir se frotter à l'anti-dieu. Qu'est-ce que ça fait de lui ? Ça fait Dieu, désolé. Donc, son prisme, c'est le seul à travers lequel il est possible d'accéder à la vérité du monde qui l'entoure. Tout au long des 8 opus, et plus particulièrement des derniers, et encore plus celui-ci, Cruise, il a érigé son personnage en figure qui est quasi divine, voire complètement divine, parce que, c'est beaucoup plus simple de paraître invulnérable et intouchable en permanence que d'accepter d'être vulnérable et de se mettre à nu. Tu verras jamais Tom Cruise se mettre à nu dans un Mission Impossible, si ce n'est éventuellement dans le 3, quand il est face à Philip Seymour Hoffman qui se fait torturer et qui pleure dans tous les sens. Et c'est le seul moment où tu as l'impression qu'il y a un truc qui peut craquer chez lui, qu'il est un peu humain, qu'il est un peu faillible. Et plus jamais à un autre moment de la saga, tu vois le truc. Il est en difficulté. Tu trouves pas qu'il s'est vraiment mis à nu que dans un seul film de toute sa carrière ? Non, parce que où il est littéralement nu. Je pensais que tu parlais d'un truc sérieux. Non, Eyes Wide Shut. Alors, pour moi, c'est vraiment celui où j'ai l'impression qu'il s'est vraiment... Peut-être Magnolia pourrait me venir... Mais Magnolia, Entretien avec un vampire, Eyes Wide Shut, tout ça, c'est des films qui parlent... Ouais, Entretien avec un vampire, je trouve... Là, il s'amuse, mais je trouve pas que... Non, je trouve que ça dit beaucoup de choses de lui. Bon, toujours est-il que, justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est que tout ce qui jaillit des films de la franchise Mission Impossible, c'est plutôt les complexes que les fiertés, je trouve. Parce que, oui, son Ethan Hunt, il a été conçu comme la manifestation de tout ce que Tom Cruise y pense être, ça pourquoi pas. Mais en fait, c'est faux. Ou alors c'est plus nuancé, je sais pas. Ethan Hunt, il donne corps à l'image qu'il veut renvoyer de lui, Tom Cruise. Et le personnage s'impose au spectateur tel que Tom Cruise aimerait être perçu en dehors des caméras. Et au final, c'est pour ça qu'en fait, c'est une image en négatif. Tu vois tout ce qu'il a envie d'être, et donc, par extension, tu vois tout ce qu'il est pas, entre grosses guillemets. T'aimerais pas, passer une semaine avec Tom Cruise pour voir comment il vit vraiment? Parce que s'il y a bien un mec à Hollywood... Non, je pense que c'est un mec, on le met sur une étagère le soir. Non, mais s'il y a bien un mec à Hollywood où on a des questions, quoi. Comment ça se passe sa vie dans l'église? Comment ça se passe? Comment il fonctionne? Parce que j'ai pas l'impression que dans le milieu, il se soit fait beaucoup d'amis, par exemple. Tu vois, il y a quand même des cliques et des groupes qui se sont formés à Hollywood avec des gens du même âge. Et lui, j'ai pas l'impression, et même avec les réalisateurs, tu vois, il est pas resté proche avec Spielberg, au final, il s'est pas retrouvé dans d'autres films de Paul Thomas Anderson, tu sens que, Kubrick est mort en l'occurrence, mais tu sens qu'il y a une sorte que même pour les autres personnes à Hollywood, il y a une sorte de barrière entre Tom Cruise et le reste du monde. Il y a une espèce de hiérarchie, oui, mais parce que c'est un personnage. Oui, tu sais quoi, oui, Tom Cruise, c'est un personnage qui est foncièrement ambivalent, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de s'attirer ses foudres parce qu'il sait que... c'est quand même connu que Tom Cruise, il a quand même un sacré pouvoir à Hollywood, indépendamment de la scientologie ou pas. C'est un gars qui, aujourd'hui, a pris tellement de galons que s'il veut faire ou défaire la carrière de quelqu'un, c'est fait. Du coup, t'as pas envie de s'attirer ses foudres, mais t'as pas non plus envie de... Le fait qu'en tout cas, oui, tu sais quoi, partons là-dessus, qu'il essaie perpétuellement de prêcher sa paroisse, en plus, t'as l'impression que c'est un gars, mais comme tous les gens dans les sectes, qui est tellement convaincu de cette vérité-là, de sa vérité à lui,
tu ne peux pas discuter avec lui, tu peux pas aller à l'encontre de lui, ne serait-ce que pour créer le dialogue, parce que il va chercher à démentir et à tourner, pas nécessairement en ridicule, mais en tout cas à invalider tout ce que tu peux avancer. Tu vas pas parler avec lui de santé mentale ou de conditions humaines ou quoi au caisse, parce que du coup, il va te dire non, mais regarde. Non, moi je parlais plus en tant que... c'est un vrai amoureux du cinéma, Tom. Bien sûr. Il passe sa vie à regarder des films, c'est tout ce qu'il fait. Mais il a aussi ce mais il a pas statut l'air d'être proche avec des gens qui travaillent. Tu vois, peut-être les cascadeurs, peut-être, tu vois, où il peut se sentir proche d'eux. En dehors de McQuarrie, tu vois, il y a combien de réalisateurs avec qui il a vraiment retravaillé, Tom? Il doit pas y en avoir tant que ça, hein, quand tu réfléchis. Tu vois, Oliver Stone, il a fait qu'un film avec. Par contre, il a un sacré tableau de chasse. Hein. Là, il y a... vache. C'est un des plus beaux tableaux de chasse de l'histoire, Tom Cruise. Quand tu regardes les réalisateurs avec qui il a bossé, C'est aussi pour ça qu'on dit il que a c'est une pas de dernière quoi, grosse il a star pas de quoi hollywoodienne. rougir. Et j'espère justement que la fin de Mission Impossible va être le feu vert pour un retour de Tom Cruise dans des films plus d'auteur, entre guillemets. Bah là, il a un truc avec Iñárritu, il me semble. Avec Iñárritu. Bon, je suis Voilà. pas un grand fan d'Iñárritu, mais au moins... C'est un début. ouais. Et puis de toute façon, avec son âge, il va pas faire des galipettes toute sa vie. Hein. Je suis navrée. Non, mais j'aimerais bien le revoir c'est dans une des transition. rôles. Tu sais comment tout il à fait s'appelait logique. avec Penelope Cruz, là. Vanilla Sky. Vanilla Sky, Il ouais. était bien dans Vanilla Sky, par exemple, Tom, dedans. Mm. Il y a eu des films comme ça où il était excellent et il n'était pas obligé de courir, quoi. Et- Bah, toute la première partie de sa carrière, il y a eu des films que tu peux apprécier ou non, c'est pas la question, mais quand tu le vois passer de Jerry Maguire à Collatéral, à Entretien avec un vampire, à Eyes Wide Shut, à tous ces trucs-là, où il y avait vraiment le déploiement d'un éventail de jeux, d'un éventail émotionnel, d'un éventail de performances, et là, qui s'enferme depuis 30 ans dans... Et tu as aussi Tonnerre un sous les truc tropiques qui seulement- prouvait Oui, qu'il était capable, même s'il voulait faire de la comédie, il pourrait le faire. Mais bien sûr, il est super drôle, c'est ça qui me chagrine. Ouais, et c'est souvent les Il a un acteurs. timing comique qui est quand même assez... C'est les acteurs qui font le plus peur qui sont souvent. Ouais. Tu sais, c'est comme quand Willem Dafoe il dit des trucs drôles, tu vois, ça marche mieux que si c'était un mec lambda. Mais je me demande quel rôle il pourrait avoir, parce que maintenant, ça lui ouvre la porte à vraiment de voir le cinéma plus moderne, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas fait des films plus modernes, et j'espère qu'on va le voir dans des bons trucs. Mais je tiens quand même à le dire, Tom Cruise n'est pas une bonne personne, Tom Cruise n'est pas votre ami, Tom Cruise génère des centaines de millions de dollars dans ses films qu'il réinvestit dans une secte, des sectes les plus odieuses du 20e et 21e siècle. Voilà, je tenais à le dire parce que on est tout le temps en train de dire « Ouais, il est scientologue, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. » Non, si, c'est quand parce même... que les gens ont une méconnaissance de la on par- scientologie, on et tu parles pardonne- tout le temps de ses exploits humains. On pardonne beaucoup de choses à Tom qu'on ne pardonnerait pas à n'importe qui d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait cancel pour un tweet et on n'a plus jamais... leur carrière a explosé, on les a plus jamais revus. Écoutez mes épisodes sur le sujet, ce sera plus simple. Un peu de promo. Parce que j'en ai appris sur Tom, j'en ai appris sur la scientologie. Et qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet ? Sur le sujet Tom Cruise ou sur le film? Un dernier mot sur Tom, sur Mission Impossible, avant qu'on ferme la boutique. Si tu veux mon avis sur le film et si tu veux mon avis sur Tom Cruise, c'est pas la même chose. Si tu veux que je rebondisse... Je pense qu'on reparlera pas de Tom dans la saga. À moins qu'un jour... non, j'arrive pas à l'imaginer dans la saga. Peut-être si un jour il ferait un Jurassic World ou un truc comme ça, tu vois, mais on sait jamais. Tu sais, il a fait La Momie, donc il pourrait très bien faire Jurassic World, non ? Ouais, c'est une sortie de route. Hein. Ouais, donc peut-être... voilà, donc c'est pour ça que je disais un dernier mot sur Tom. Alors, si tu veux conclure sur Tom, très rapidement, je dirais que je te rejoins, ça c'est sûr. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te rejoigne pas, alors que les faits sont là. Mais c'est surtout que dans le conscient collectif, en fait, effectivement, tu as cette image du gars qui est très souriant, qui est adulé de partout, et puis on fait toujours un bel étalage de tout ce qu'il fait de bien. Tu vois, quand il paye les soins de quelqu'un à l'hôpital, quand il sauve quelqu'un après un accident de voiture, parce que c'est arrivé, il y a eu des moments comme ça, on va pas se mentir. Et ça, pour le coup, les chaînes d'information aiment bien relayer ce genre de trucs. Mais quand il s'agit d'aller vraiment dans le fond des choses avec la scientologie et de passer outre le fait de simplement dire et exposer, ouais, c'est une secte, alors forcément il doit se passer des trucs un peu sombres, machin, gna gna. Enfin, Ils achètent tout le monde, et de toute façon, c'est pas un truc qui intéresse énormément la France non plus, donc on n'est pas forcément au courant ici. Moi, là, j'ai fait 5 épisodes sur le sujet, j'ai fait 4 heures sur la scientologie. Je peux vous dire que
c'est quelque chose qui... Si un jour ça arriverait en France, j'espère qu'on mettrait ces gens-là en prison très rapidement. Et je mettrais Tom en prison avec. Parce que je retiens à rappeler, c'est le numéro 2 de l'Église. On lui a donné des médailles. Les gens se mettent en ligne quand il arrive en hélicoptère, qui sont payés par la Scientologie. Tout est payé par... Les hélicoptères. Les hélicoptères et les gens. Non, les gens, ils sont même pas payés, ils sont forcés. C'est honteux. Et lui, il est activement dans l'église. C'est pas encore comme Travolta qui a un petit orteil et qui, lui, c'est plus par bêtise et parce qu'ils ont des gros dossiers sur lui qui peut pas sortir, quoi. Tom Cruise, il y est par conviction, il y est par amour de David Miscavige, le président. Il adore Miscavige. Et Miscavige et lui font exactement la même taille et ils sont tous les deux nerveux et ils sont tous les deux pleins d'énergie et c'est exactement les mêmes personnes. Donc c'est hallucinant de voir que les numéro 1 et numéro 2 de la Scientologie, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Sauf qu'il y en a un, c'est Tom Cruise, bien sûr. Quand même. Quand même. Non, voilà. Ouais, c'était la petite parenthèse, parce que... Non, mais c'est vrai que tu as une dichotomie en fait, du traitement médiatique entre le personnage qu'on essaye de diriger et effectivement le côté littéralement sectaire, le côté... voilà. Non, mais c'est quand même marrant, je pense, que, tu vois, on continue à le célébrer à droite et à gauche, qu'on lui remette une palme d'honneur, qu'on lui permette... Parce que ça, on l'a pas dit, mais Final Reckoning, il avait été présenté à Cannes, hors compétition, au mois de mai cette année-là, en 2025. C'est un truc où, je veux dire, les gens savent, ils ont peut-être pas les détails, mais en tout cas, les grands pontes au Festival de Cannes, tous ces trucs-là, t'es au courant d'un minimum, tu vois, tu sais que secte, numéro 2, tout ça, c'est pas cool, pas tipi-top. Plutôt que d'avoir le minimum syndical d'intégrité, t'es là genre... Non, mais l'homme, l'artiste, deux poids, deux mesures. Ta gueule. Je connais des gens qui détestent dire faut séparer l'homme de l'artiste. Voilà. La plupart des gens détestent dire ça. Mais dès qu'on va parler de Tom Cruise, ils le font. Et je suis c'est le coupable. Premier truc. C'est une catastrophe. Voilà. Des fois, je me reprends moi-même, tu vois, je fais une petite projection astrale, je me regarde par-dessus, je suis là genre, tu sais de qui tu parles ? Eh bien, moi, de mon point de vue, c'est qu'on est obligé de séparer l'art de l'artiste. On le fait automatiquement dans nos têtes. Il suffit de regarder Tom Cruise, on le fait automatiquement dans nos têtes. Mais je te dis, c'est le meilleur, c'est l'exemple pour te dire. Je dis pas que c'est une bonne chose. Non. Je dis que c'est humain. Non, mais tu vois, ce qui m'intéresse, en tout cas pour mon cas personnel, c'est qu'il n'y a pas un acteur, pas une actrice, pas un auteur, pas un individu sur la planète où dès que je sais que qu'il y a un truc répréhensible qui a été relayé, avéré, confirmé et parfois jugé, je suis genre, ok, c'est bon, c'est fini, moi je ferme les portes et tout, j'ai pas envie d'investir là-dedans, j'ai pas envie de te conforter dans tes travers ou moi, si je peux regarder Chinatown tous les ans, je le fais. Sans problème. Tu vois, quand j'apprends qu'un acteur il a été jugé pour viol ou un truc comme ça, je suis là genre, non, c'est fini, j'irai plus voir ton travail. J'ai pas envie que mon argent circule dans des cercles. J'ai pas envie que ça tombe dans les poches de gens que j'invalide sur le point de vue moral. Et tu sais pas pourquoi. Tom Cruise, il y a une schizophrénie qui se produit, où je suis là genre, ouais, mais Et c'est pour ça que je dis qu'il a eu une super com, ce garçon, c'est parce que on continue à te vendre, en fait, en dépit du fait que tu saches quel est son rapport à la scientologie et qu'est-ce que la scientologie implique, on continue à réussir à te convaincre de sa bonhomie, voilà, de sa bénévolence, de sa sympathie, de sa camaraderie. Voilà, c'est le mec sympa, c'est le mec qui rit, c'est le mec qui donne sa thune, blablabla, et qui fait des loopings. Tu te rappelles quand il est venu aux Jeux Olympiques ? Oui. Ils ont ouvert un mini-centre de la scientologie juste devant le stade. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait distribution de tracts. C'était dans le contrat de Tom. Il a dit, je veux bien faire ça, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait de la promotion pour la scientologie. Donc, c'est même pas comme s'il séparait vraiment les deux. Non, bien sûr. Au final, il sépare pas vraiment les deux. C'est juste que... Il s'en accommode. Il a eu 2 interviews complètement ratées. Une avec un Allemand, un journaliste allemand, et l'autre avec Oprah, où il a sauté sur le canapé et tout, qui est culte maintenant. Et depuis, il n'en parle plus. Mais ça veut pas dire que derrière, il travaille, hein, par contre. Derrière, il travaille beaucoup, Tom. Ça reste, pour moi, l'outil promotionnel le plus important de la scientologie. Ah, mais complètement. Largement. C'est-à-dire je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont rejoint la scientologie parce que Tom Cruise est dedans.
Voilà, c'est pas juste parce évident. qu'ils ont été convaincus ou quoi que ce soit. Quand tu vois qu'aujourd'hui on utilise des influenceurs pour te vendre des rouges à lèvres, bien sûr que un garçon du poids médiatique et culturel et pop culture, tout ce que tu veux, de Tom Cruise, littéralement ça rameute, ça attire les masses. Mais voilà, j'applaudis quand le singe y danse, et donc j'applaudis quand Tom Cruise fait des cascades. Le singe, il peut faire caca sur mon lit s'il veut, mais j'applaudis quand... Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode, et aussi merci à Axel, puisque visiblement la fin de l'épisode a été coupée. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas de la censure, hein. Même si je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur parfois des répercussions de mes paroles vis-à-vis de la scientologie. Ouais, désolé d'être rentré dans un tunnel là-dessus, mais bon, après m'être beaucoup penché sur le sujet, je vois un peu les choses différemment vis-à-vis de Tom. Donc j'étais un peu obligé d'en parler, mais ça crée une conversation assez intéressante au final sur cette fameuse séparation de l'art et de l'artiste, ou non. Et étant donné qu'on le fait tout le temps avec Tom, je me suis dit que c'était intéressant de se pencher un peu sur le sujet. En tout cas, j'espère que tous ces épisodes sur Mission Impossible vous ont plu. N'hésitez pas à faire votre propre classement ou à m'envoyer vos moments préférés ou les moments que vous n'avez pas aimés dans ces films. Vous pouvez m'envoyer ça sur Atlas Sagapod ou dans les commentaires de Spotify ou même sur Patreon. Patreon.com/plan-séquence dans lequel vous pouvez retrouver des tonnes d'épisodes bonus, des commentaires audio, des épisodes de mon podcast perso dans lequel j'ai donc fait 4 heures sur la scientologie. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas que dark, c'est pas que triste. Il y a beaucoup de choses drôles dans la scientologie, notamment vis-à-vis de son créateur, L. Ron Hubbard, qui est un personnage vraiment extraordinaire, pas forcément pour les bonnes choses. Et j'aimerais bien que plus de gens soient au courant parce que c'est vraiment une histoire abracadabrantesque. Pour citer Jacques, qui est enterré pas loin d'ici d'ailleurs. Il est enterré juste à côté de chez moi. Il est pas très loin de Gainsbourg, c'est assez drôle. Je sais pas pourquoi je parle de Jacques, bref. Merci beaucoup aux Very Important Patou, les agents Julien, Damien, Cécile, Sabrina, Andrea, Louis, Toutoun, Axel, Mondingus, Thomas, Adeline, Fabien, Lilian, Efo, Guillaume, Ludwig, Jérémy, Benoît, John, Flavien, Jonathan, Punky, Benoît, Seb, Loba, Aurel, Alexis, Michel, Émile, Aurélien, Alexandre, Lizzie, Renato, Yann, Océane, Ced, Fabien, Vincent, Dominique, Tim, Clem, Obi, Pierre, Claire, Charles, Mendes et bien sûr Béa et Gérard. Ça fait du monde quand même, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que tous ces épisodes actuellement, que ce soit ceux de Marvel, les épisodes perso, les commentaires audio, les épisodes de la saga, tout ça, ça vous fait plaisir en ce moment et que ça vous occupe bien. J'ai fait cet épisode sur Mission Impossible essentiellement parce que j'ai eu du mal à trouver des invités pour les prochains épisodes d'Hannibal, mais là, normalement, je croise les doigts, c'est bon. Donc, dans le prochain épisode, on vous parlera d'Hannibal. Et aussi, la prochaine saga a plus ou moins été décidée par les patous. Je vais voir si je change d'avis ou pas, on sait jamais. Mais en tout cas, ça tournera autour des films de la mafia de Martin Scorsese. Ce qui est, ça va être très différent de ce que je fais d'habitude, parce que là, ça va plus être une partie de la filmographie d'un réalisateur plutôt qu'une saga en particulier. Et j'espère que ça vous plaira. À la prochaine, les amis.